Je me suis pris une énorme vague et j'ai compris que c'était pas du tout ce que j'avais pu imaginer ou projeter. Et à ce moment-là, autour de moi, on n'hésite pas à me dire que c'est un peu risqué quand même mon choix. La réalité, c'est que moi, j'y ai vu une opportunité à ce moment-là. Dans les moments de crise, c'est le moment où il y a des affaires à faire. En plein Covid, dans une période qui est extrêmement troublée, je fais le pari de racheter une boîte. Je sais pas si on peut dire que c'était cher ou pas cher, mais dans tous les cas, on était dans un creux de marché. Les événements étaient tous annulés, alors que précédemment, Bremen Celebrities était le leader du marché de la conférence en France depuis 10 ans. Et en 2020, tout s'écroule. On perd 90% de notre activité en nombre de conférences. Et donc là, le fondateur décide de faire un pivot. Il saisit aussi l'opportunité pour accélérer vers un SaaS qui s'appelle aujourd'hui Call Square. Il cherche à revendre son activité de conférencier. Bienvenue dans cet épisode Chantons de ma vie. Et si on faisait tomber les masques, si on était soi-même? Oui, mais quand on prend la parole en public, souvent on joue un rôle, on est un acteur. Eh ben non, ça c'est une fausse croyance et c'est ce qu'on va aborder avec Clémence Palaway-Bréard dans cet épisode puisque Clémence dirige le cabinet de conférenciers numéro 1 en France et s'appelle Simone & Nelson. Donc Clémence parle de son cabinet, parle de son parcours d'entrepreneuse, d'entrepreneure, mais elle parle aussi de sa vie tout simplement, qui elle est avec ses forces, ce qu'elle a acquis grâce à ses compétences dans son parcours, mais aussi ses fragilités. Et elle m'a dit, Cyril, s'il y a quelque chose qui me tient à cœur dans notre conversation, aujourd'hui, ce serait de pouvoir parler de mes galères, de mes difficultés en tant que maman, et parce que sur les réseaux sociaux, on parle de ce qu'il y a de mieux, on parle de perfection, on parle de femmes qui réussissent, et ben moi, oui, je réussis, tant mieux, mais j'aimerais bien montrer aussi mes fragilités. Donc voilà, dans cet épisode, on va parler de prise de parole en public, comment on devient conférencier. On va parler aussi de ce qui fait leur singularité, comment, d'ailleurs, je me suis prêté à un jeu très sympa avec Flo Clément, c'est quels sont les conférenciers qui t'ont fait pleurer, qui t'ont fait rire, qui sont pour toi, qui t'ont amené de l'intelligence, etc. Et ce sera intéressant pour vous aussi de découvrir qui sont ces coups de cœur en tant que dirigeant de tous ces conférenciers bien connus. Alors, il y a des anecdotes, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir votre retour aussi par rapport à ce que nous révèle Clémence dans ce qu'elle a de plus subtil, de plus fragile, c'est-à-dire, elle, sa propre vulnérabilité. J'attends vos commentaires. Vous serez surpris, j'en suis sûr, de cet épisode-là. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voulez rentrer en contact avec Chantons de ma vie, parce que oui, on continue de former aussi les conférenciers en 2026 avec l'EM Lyon. Pourquoi l'EM Lyon, d'ailleurs, vous allez le découvrir dans cet épisode. Hâte d'avoir vos retours. Je me suis pris une énorme vague et j'ai compris que c'était pas du tout ce que j'avais pu imaginer ou projeter en fonction de ces lectures et de ces podcasts. Et là, j'ai appris beaucoup sur moi, mais à faire avec moi-même et avec ce tout petit bout qui avait besoin de sa maman au quotidien, évidemment, pour ses premières semaines de vie. Donc, c'est ça pour moi, ce plus gros moment de vie qui a changé beaucoup de choses. L'arrivée d'un petit être dans une vie, c'est censé être un moment attendu, programmé, avec tous les plaisirs, les bonheurs et l'émerveillement qu'on peut y associer. Et pour autant, c'est pas si simple que ça. On va explorer ça ensemble. D'autant plus que tu es une chef d'entreprise, en tout cas, tu as des responsabilités. Là, dans ta vie de responsable d'un point de vue professionnel, avec de l'engagement, avec des chefs, enfin, la vie d'un d'une chef d'entreprise, et j'ai dit d'une chef d'entreprise, et donc on va explorer ça ensemble. On a parlé en off d'un certain nombre de choses tous les deux, on va pouvoir explorer ça. Tu viens du Nord, t'as racheté une entreprise en plein Covid, là aussi on peut parler de crise. Un Covid, c'est plus qu'une crise, et finalement, d'avoir un enfant quelque part, c'est une crise heureuse, mais c'est une crise quand même, c'est un gros bouleversement. Qu'est-ce que ça a d'heureux, qu'est-ce que ça a de complexe aussi pour une femme, pour toute une équipe, puisque tu parles d'une équipe aussi, parlant de toi, ton chéri et les enfants, puisque depuis, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a un deuxième. 2 garçons 2 garçons, 4 et 2 ans. 4 et 2 ans, avec une date aujourd'hui qui est combien on est, le 29 octobre? On est le 29 octobre. Une date qui fait ancrage pour toi, l'arrivée de Louis, mais pas que. Une certaine entreprise, Simone & Nelson, qui s'est créée 5 ans plus tôt. Exactement. Je dis pas de bêtises. Exactement. Le CABIS m'a fait réaliser il y a peu de temps que le 29 octobre 2020 était la date officielle de création de Simone & Nelson, même si je travaillais au projet depuis plusieurs mois auparavant. Mais c'est devenu une date clé pour moi. Et je l'ai compris quand Louis est né le 29 octobre 2021, donc 1 an exactement après la date officielle de création de l'entreprise. Donc je suis ravie d'être là pour enregistrer ce podcast avec toi le 29 octobre 2025.
5 ans après, qu'est-ce qu'il en reste de Simone et Nelson? Enfin, du moins de cet enthousiasme créatif d'une entreprise. Combien de salariés? Combien de speakers? Combien d'auditeurs aussi qui ont écouté j'allais dire j'ai dit d'ailleurs, tes conférenciers. Je pense que quelque part, tu te les appropries aussi avec toute ton équipe. Donc, c'est pas mal de le dire comme ça, je pense, hein, puisque c'est tout un écosystème que tu crées autour de Simone et Nelson, autour de ton équipe familiale. Si souvent on a assis les fesses sur un tabouret à au moins 3, sinon 4 pieds, il y a quoi comme pied dans ta vie encore qui te stabilise, qui te structure? Mon mari, Mmh. c'est un pilier essentiel pour moi. Il est, il est cet homme de l'ombre, côté professionnel. Tous les sujets engageants, tous les doutes que je peux avoir sur l'entreprise, je les partage avec lui. Mmh. Et j'ai cette chance qu'il m'écoute sur ce sujet, qu'il arrive à avoir la distance nécessaire, qu'il, il par son métier, il observe aussi beaucoup d'entreprises. Il est, investisseur et donc il arrive à décrypter des signaux faibles, des signaux forts sur, ce qui se passe plutôt dans des grosses boîtes, ce qui n'est pas le cas de Simone et Nelson, mais en tout cas, il sait me donner soit des tendances de marché, soit des choses qu'il détecte chez nous, pour me donner de la hauteur que je n'ai pas forcément au quotidien. Donc évidemment, il est ce pilier sur la partie pro, il est un pilier incontournable sur, cette équipe que nous formons, lui et moi, pour faire grandir notre famille et pour la faire vivre au quotidien. C'est évident et puis voilà, ça c'est un d'entre eux. Mon boulot, c'est un pilier. J'ai besoin de ça. J'adore bosser et j'adore mon travail. J'estime que c'est une chance de faire ce métier avec des rencontres extraordinaires que je peux faire tous les jours. Je mais j'ai appris avec le temps à réaliser que ce n'était pas qu'une chance. Que effectivement, tu l'as mentionné, en plein Covid, dans une période qui est extrêmement troublée, moi je fais le pari de racheter une boîte dans l'événementiel. Et à ce moment-là, autour de moi, on n'hésite pas à me dire que c'est un peu risqué quand même mon choix, Gentil déjà de dire ça comme ça. voire on me dit que c'est complètement insensé. Ah voilà, la Voilà. vérité c'est ça. Et la réalité, c'est que moi j'y ai vu une opportunité à ce moment-là. Mmh. Et Parce qu'elle coûtait pas cher du coup. parce qu'en fait, et là c'est mon mari qui m'aide à voir ça avec sa lecture des marchés, de manière générale, mais dans les moments de crise, c'est le moment où il y a des affaires à faire. Et je ne sais pas si on peut dire que c'était cher ou pas cher, mais dans tous les cas, on était dans un creux de marché. Les événements étaient tous annulés, alors que précédemment, Brennan Celebrities était le leader du marché de la conférence en France depuis 10 ans. Et en 2020, tout s'écroule. On perd 90% de notre activité en nombre de conférences. Et donc là, le fondateur décide de faire un pivot. Lui, il saisit aussi l'opportunité pour accélérer vers un SaaS qui s'appelle aujourd'hui Call Square. Et il cherche à revendre son activité de conférencier. Et c'est là où moi, je me suis positionnée. Et c'est la première fois depuis le début de ma carrière où je me dis « Ah, mais en fait, j'ai enfin trouvé le sujet sur lequel je peux entreprendre. » Parce que je sais depuis longtemps que je vais entreprendre, mais je sais pas sur quoi. T'étais dedans. Exactement. Et en fait, comme j'étais dans ce secteur qu'on appelle du celebrity marketing, je me sentais légitime pour y aller, pour reprendre, pour remonter une aventure. Et donc, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui reste de tout ça 5 ans après, en termes d'énergie, de créativité? J'ai envie de dire tout. J'ai l'impression que j'ai encore 10 000 choses à faire. J'ai C'est d'une vie. plein d'idées, plein d'envies, probablement pas assez. Mais j'ai aussi compris, pour faire le lien avec ce qu'on se disait juste avant, qu'en fait, je ne mettrai pas tout en place et que je le ferai pas au détriment de ma vie personnelle. Et que ça a été le gros sujet pour moi des derniers mois, c'est de trouver un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Dans ma vie perso, j'inclus ma vie de famille, ma vie personnelle, moi en tant que femme, ma vie de couple, et de réussir à faire en sorte que toutes ces composantes puissent exister. Et donc, pour cette raison, il me sera impossible de mener tous les projets qui me viennent en tête quand je pense à tout le champ des possibles avec Simone Nelson. Mais j'en suis plus frustrée et je me dis que, en fait, ça va me permettre de choisir les bons et ceux sur lesquels je vais pouvoir vraiment investir du temps et de l'énergie pour pouvoir les mener plus loin.
T'as as des copains en plus avec qui échanger, explorer, partager en termes de réseau, en termes de... Il y en a plusieurs d'ailleurs, parce que en parlant de réseau, tu Mmh. t'es fait aider, accompagner par Réseau Entreprendre, si je dis pas de bêtises. Exactement, je suis lauréate du réseau Entreprendre Paris. Donc je me suis fait accompagner par un mentor, qui s'appelle Christophe, comme mon mari, mais que je remercie chaleureusement. J'en profite parce qu'il a toujours été d'une écoute, infaillible, un soin particulier porté sur qui j'étais et comment j'allais, au-delà de qui était mon entreprise et comment allait mon entreprise. Et ça m'a fait beaucoup de bien dès le début d'avoir ce regard sur moi et pas uniquement ce regard sur les KPI, comme on sait le faire dans une entreprise pour s'assurer que tout grandit convenablement. Et il est toujours à mes côtés aujourd'hui, même si son accompagnement par le réseau Entreprendre s'est terminé. Ça reste un proche de l'entreprise, de mon aventure, et il fait partie de mon comité stratégique. Donc c'est quelqu'un qui est précieux pour moi. Et puis ça m'a créé aussi un groupe d'entrepreneurs, puisque le réseau Entreprendre permet une rencontre mensuelle avec un groupe d'entrepreneurs qui sont tous les mêmes pendant 1 an, avec qui on a à peu près un stade de maturité équivalente sur des problématiques, on va dire, c'est soit du B2B, soit du B2C. Donc moi, mes homologues étaient sur le B2B comme moi. Et voilà, et il y en a certains avec qui les échanges se sont distancés, et d'autres que je vois encore. Je discutais avec l'un d'entre eux ce matin, parce que justement, des problématiques similaires, des questionnements, le partage d'un contact, et ça, on se rend compte de la force du réseau dans ces moments-là. C'est un accélérateur, c'est un stabilisateur aussi quand c'est compliqué. C'est... Quel mot j'emploierais pour parler du réseau? Je mettrais presque le terme de garde-fou, Mhm. dans le sens où, au sein de ce réseau, donc qu'il s'agisse du réseau Entreprendre, mais pas que, du réseau qu'on se développe au fur et à mesure, il y a forcément quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire à un moment donné, en fait, dans sa carrière d'entrepreneur. Et donc, si moi je le consulte en lui disant « je suis en train de traverser ça, est-ce que tu as une idée ?» Soit il l'aura pas traversé et il me conseillera quelqu'un qui connaît qui l'a traversé, soit il aura déjà des pistes et il va me faire gagner du temps pour traiter le sujet, et en économisant de l'énergie. Et donc, moi j'y vois un grand bénéfice de réussir à constituer ce réseau, et de savoir qu'il est fiable et bienveillant aussi, parce que c'est pas le tout de dire qu'on a un réseau et de penser qu'on a un réseau, mais c'est de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres quand on en a besoin, sans attendre de retour, en fait, sans attendre d'échange en contrepartie. Si moi j'aide un de mes amis du réseau à un moment donné, peut-être que c'est pas lui qui aura besoin d'un service de ma part dans quelques temps, mais ce sera un autre membre du réseau, et ce sera OK, en fait. C'est un échange de bons procédés entre nous tous, et c'est tacite dans notre manière de fonctionner, et ça, c'est vraiment très agréable. Je salue au passage, parce que c'est l'occasion aussi peut-être aux zappeurs qui nous écoutent de migrer sur un autre podcast. C'est pas pour t'éviter que je dis ça, hein. Mais je sais que les gens sont zappeurs et quand ils entendent un truc, ils vont regarder sur leur smartphone, ils vont regarder en référence, etc. Tu disais tout à l'heure off aussi que parfois ils vont accélérer en mettant x2. Si c'est un souhait de votre part, il faut l'assumer. Mais votre cerveau, peut-être qu'il aura du mal à tout assimiler. En tout cas, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai, on a des outils qui nous permettent de faire des choses aujourd'hui. Et donc voilà, je voulais juste venir au lien du réseau qui est entre toi et moi. Il y a Alexandre Bonetti, Exactement. qu'on salue tous les deux. On en profite parce qu'il fait partie de ton réseau Bootstrap, c'est ça? Exactement, on est tous les deux membres du club Bootstrap, et c'est notamment à ce club auquel je pensais quand je décrivais cet esprit, cet état d'esprit et cette volonté de s'entraider, sans rien attendre en fait en retour directement. C'est très très puissant. Ouais. Salut Alex. Salut Alex, et puis voilà, si vous voulez savoir qui est Alexandre à la fin de cet épisode, vous pouvez switcher sur Champion de ma vie, Alexandre Bonetti. Qu'est-ce que tu le connais ou tu as écouté un tout petit peu juste pour faire une transition, hein. Qu'est-ce que tu retiens d'Alexandre Bonetti justement? Moi j'admire sa clairvoyance. Je trouve qu'il arrive à garder une distance sur son marché, sur son sujet, à regarder les choses, même si c'est son quotidien, à regarder les choses avec beaucoup de hauteur, et à identifier les endroits où il y a des frictions pour réussir à y descendre, en fait. Et je trouve qu'il est très fort pour ça. Et
clairement, je suis pas à son niveau sur ce sujet. C'est pour ça que ça fait partie de tes experts, moi de tes conférenciers aussi, qui transmettent alors pour le coup d'autres, une autre thématique si vous voulez voir d'ailleurs. On va sur quoi? Sur simoneesson.com. Comme. .com. Oui. Ouais, c'est pas comme une autre enseigne qui fait les plats glam.fr, non, ça, c'est Non, .com. c'est .com. Et on tape quoi? Simone et ET ou non, c'est Simone et ET, ET, hein. Nelson.com. Alors, on a été avec Julien ce midi. Je pense que le 10 octobre, le 29 octobre, je vais y arriver, le 29-10, c'est pour ça, restera peut-être un peu ancré aussi, grâce à un bon moment, une belle conversation, mais surtout enfin pas surtout, ce sera réducteur, un bon repas. Donc, merci Julien aussi de nous avoir fait concocter ce repas ce midi. Donc, on est aujourd'hui chez la maison Ducasse. Et j'adore toutes ces maisons-là, donc c'est pour ça que je fais un peu d'amalgame des fois, mais t'as passé un bon moment? Excellent, et merci à toi de m'avoir proposé cette rencontre de Julien, parce que je ne le connaissais pas. Et j'ai fait une très belle rencontre. Tu sais à quel point ça m'anime maintenant, et j'ai fait une très belle rencontre à l'occasion de ce déjeuner ici. Des rencontres qui changent la vie ou qui marquent une vie. On va explorer tout ça ensemble. En quoi ton parcours, toi, il y a eu des rencontres. On en a évoqué quelques-unes à l'instant. On va en évoquer plein d'autres. Choisir chez Simone et Nelson un super conférencier, un meilleur conférencier. La question est très mal posée, évidemment, parce qu'il n'y a pas de meilleur, mais il y a des domaines d'excellence, il y a des domaines d'expertise, et puis il y a des domaines d'émotion aussi. Je sais que chez vous aussi, vous avez toujours un petit peu ce côté biais dans le bon sens du terme, de dire, bah tiens, voilà, la réponse rationnelle ou raisonnable à une demande, c'est ça. Mais toujours faire preuve d'innovation et d'aller chercher un petit peu comme tu disais aussi, dans l'invisible, dans le subtil. T'as un mari, Christophe, c'est marrant parce c'est marrant, dans la finance, t'emploies des mots, les signaux faibles, les signaux forts, la détection. En quoi, alors c'est ton jargon aussi, ou c'est votre sémantique à tous les deux, mais en quoi justement ces signaux, ces détections, ces choses-là, c'est quelque chose qui te parle à toi? Les mots que tu emploies, alors que c'est avec Christophe, que c'est avec Simone Nelson, dans la vie pour l'instant, reste un petit peu très, très générique, Cyril. On va être trop dans l'entonnoir pour l'instant, mais justement sur ces signaux-là, comment tu perçois les signaux de la vie? Et puisque tu parles de rencontres, mais comment tu es sensible à ça, toi? En fait, moi, j'ai tendance à faire confiance à ce qui se passe dans la vie. Avant de se connecter, on parlait de la question du sort, et je te disais j'étais convaincue qu'il n'y avait pas de déterminisme, et qu'on avait tous la possibilité de faire nos choix et de les orienter avec plus ou moins de difficultés, pour plein de raisons différentes. Mais en tout cas, je pense qu'on peut aller dans les trajectoires qu'on a décidé de prendre, que ce soit du perso ou du pro. Et en fait, en plus de ça, j'ai tendance à me laisser porter par les opportunités et par les rencontres que je peux faire. Et donc, je suis incapable de te dire ce que je ferai dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, même si aujourd'hui, je me pose aucune question sur où est ma place et sur comment je me projette dans les prochaines années. C'est clairement chez Simone et Nelson. J'ai aucun autre projet professionnel que celui-là. Mais je ne ferme pas la porte à une rencontre ou une discussion ou voilà, un échange qui permettra à un moment donné d'ouvrir d'autres perspectives pour Simone et Nelson, ou pour moi, ou par ailleurs. Et c'est là où ça peut paraître un peu contradictoire, parce que j'y mets une énergie folle dans cette aventure, parce que j'y crois profondément, parce que ça m'anime au quotidien. Je le disais tout à l'heure que le travail est un de mes piliers, mais c'est vraiment un de mes moteurs. J'y prends du plaisir, et c'est vraiment une joie pour moi d'aller travailler. Et donc, je mets tout en place, tout ce qu'il faut pour que cette agence puisse occuper sa place, continuer à grandir, à se développer, à proposer de l'innovation. Et en même temps, il se passe des choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas forcément. Et il peut arriver quelque chose qui va faire que, en fait, la trajectoire, je vais accepter de la dévier. Et pourtant, j'aurais appuyé à fond sur l'accélérateur, sur le chemin que j'aurais choisi de prendre. Mais c'est pas grave, en fait. Je contournerai à ce moment-là. Et puis je réappuierai sur l'accélérateur, sur le nouveau projet, ou sur la bifurcation que je prendrai à ce moment-là. Et c'est comme ça un peu que je vois l'aventure. C'est assez singulier, je trouve. Que ce soit dans les parcours d'entrepreneur, par formation pédagogique, que ce soit aussi dans les écoles de commerce, où on a plutôt, en sortant de cette matrice de formation, que finalement, il y a une ligne, il y a une vision, par exemple, il y a un plan, il y a une stratégie, etc. Et puis tout est assez clair.
Et on aurait peut-être tendance à occulter les choses qui sont à côté. Justement, ces signaux qu'il peut y avoir sur notre parcours. Donc toi, tu es très sensible à ça et en plus, tu l'échanges avec ton coach personnel et professionnel qui est ton mari. J'entends ce que tu dis et pour le coup, est-ce que tu as un exemple où tu dis, oui, c'est vrai qu'il y avait une trajectoire, mais il y a eu à un moment donné un biais et puis on l'a pris et je l'ai pris. Alors, j'ai un exemple concret, mais peut-être vous allez voir. Laissons-nous porter. Exactement. En fait, j'ai une formation classique d'école de commerce, donc je comprends ce que je veux dire par la matrice. Oui. J'aime bien en plus. Exactement, je suis attachée à l'EM Lyon où j'ai fait mes études. Et en fait, très rapidement, dans ma promo, j'ai compris les copains et copines qui avaient ce déterminisme dans leur parcours et dans la carrière qu'ils voulaient tracer. Dès le début, il y en a qui voulaient s'orienter dans la finance et en fait, ils ont gravi tous les échelons, mais dès le premier stage, ils ont décidé d'aller dans la finance. C'est pareil dans les maisons de luxe, ceux qui voulaient travailler dans la mode, par exemple. Ils ont d'abord fait un stage chez Hermès, puis chez Chanel, et puis ça a continué, etc. Et aujourd'hui, ils y sont toujours. Là où moi, je n'ai pas eu à ce moment-là, je n'avais pas cette vision de ce que je voulais faire dans 20 ans. Et je me suis laissée porter par les opportunités. Donc, je suis partie à l'étranger pour faire des stages. Et puis, j'ai continué, notamment au Club Med, qui est une expérience que j'ai adorée, qui est une boîte qui est incroyable, avec une culture. Enfin, ils sont très forts pour avoir réussi à créer à cette dimension une entreprise qui garde des valeurs et la culture qu'ils ont aujourd'hui. Et en fait, derrière, j'ai voulu continuer dans le tourisme. Je n'ai pas réussi à ouvrir les portes nécessaires. Et donc, j'ai continué à me laisser porter par les opportunités qui me plaisaient. J'ai travaillé dans le pipeline, aussi improbable que cela puisse paraître. Et finalement, je suis arrivée chez Universal Music, là où j'ai commencé à travailler sur les problématiques de célébrité avec des marques. Et c'est comme ça qu'a commencé ma carrière dans le celebrity marketing. Et en fait, c'est sur ce point où j'ai envie de dire... ceux qui voulaient faire de la maison de luxe ou de la finance dès le début de l'école, ils y sont probablement encore aujourd'hui, ou alors ils ont peut-être fait une reconversion, mais en tout cas, ils ont eu cette partie de leur carrière qui est vraiment très linéaire en gravissant les échelons. Alors que moi, j'ai fait des choses dans plein de domaines différents, qui m'ont nourri, qui m'ont appris plein de choses différentes, mais qui, si je devais présenter mon CV à un recruteur aujourd'hui, pourraient paraître incohérentes. Alors qu'en fait, moi, j'y ai vu mon parcours de vie, la manière dont j'ai fait mes expériences et qui m'ont amené à ce chemin d'aujourd'hui de passer du côté de l'entrepreneuriat. Ça pourrait être du coup chaotique, ou je dirais plutôt, avec mon cher ami avec qui je collabore, avec Eric Lacroix, on dirait plutôt atomique. Et atomique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des atomes. Et tac, tac, tac. Et ça fait quelque chose qui s'agrège bien en finalité, qui est cohérent pour toi. Mais alors justement, je te prends un peu, pas toi au dépourvu, mais en tout cas dans la place des recruteurs, des gens qui aiment bien avoir les choses assez codifiées, entre guillemets, qui répondent à des codes ou à des peut-être pas du déterminisme, mais quelque chose d'assez chronologique, assez progressif, etc. Comment tu défends ton beefsteak par rapport à ça? Parce qu'il y en a qui sont très très mal à l'aise en fait devant un recruteur qui dit mais c'est quoi la cohérence de votre parcours? Ah du coup on est en fragilité. Ou bien là où il y a un trou dans la raquette, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai le droit de faire des enfants par exemple. Oui, et je pense, j'ai le sentiment, moi des fois, et pour le coup je parle pour moi, c'est très agressif pour moi ce genre d'attitude. Ça l'est pas en vrai, mais moi je le prends comme ça. Comment toi tu as envie d'apporter ça à ceux qui sont de l'autre côté et qui se disent mais moi je me sens très proche de ce que dit Clément, j'allais dire Simone, excuse-moi, ça m'échappe par moment, mais de Clémence. Quel honneur. Oui, c'est vrai. Par rapport à ce qu'elle dit, je me sens très très proche et comment elle vit bien ça et comment ça peut m'aider moi à mieux le vivre finalement. Alors je me suis pas posé la question récemment puisque je n'ai pas passé d'entretien ces dernières années et je n'ai pas pour projet de le faire. Mais ce qui me vient spontanément quand j'entends ta question, c'est de dire que j'ai construit un parcours diversifié et qu'au cours de mes expériences, j'ai appris plein de choses différentes. Travailler dans un contexte international dans certains cas, travailler sur des sujets marketing dans d'autres, avoir une relation avec des top managers sur le pilotage d'un projet avec une dimension très politique. Enfin bref, et j'aurais pas pu faire tout ça dans la même expérience. Et c'est là, pour moi, la force, c'est que je le vois aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est que
Il y a plein de sujets sur lesquels on doit se lancer quand on est entrepreneur, dans lesquels on ne connaît rien. C'est le cœur de notre métier. Alors, il y a nos zones de génie, nos zones d'expertise, ceux dans lesquels on s'éclate et on va foncer parce qu'on sait que là-dedans, on va non seulement s'amuser, mais en plus, on va être bon. Mais il y a tous les autres aussi qu'on ne peut pas mettre de côté parce que sinon, la boîte est bancale et il faut bien continuer à faire avancer tous les sujets en même temps. Et en fait, c'est cette pluralité des compétences qui sont développées, des sujets qui sont traités dans des expériences extrêmement variées. Travailler dans l'industrie, par exemple, quand je parlais du pipeline, j'ai travaillé sur la construction de Nord Stream, qui n'a pas été populaire ces dernières années, mais en tout cas, moi, ça m'a appris à travailler dans le domaine industriel que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai appris, après avoir fait mes entretiens chez Universal Music, que c'est parce que j'étais allée dans l'industrie que j'ai été recrutée, parce que mon manager venait aussi de l'industrie et qu'il aimait la manière de gérer un projet dans l'industrie et qu'il y avait des codes et qu'on pourrait les retrouver chez moi. Et que j'ai fait la différence là-dessus parce que justement, je venais pas du monde de la musique ou je venais pas comme tous les autres candidats en disant que j'étais absolument fan de musique et que c'était pour ça que je voulais rentrer chez Universal Music. Et donc, c'est là où j'ai envie de dire aux auditeurs que il y a leur cohérence. Il y a la cohérence que peut voir le recruteur ou l'incohérence, le plus souvent, que peut voir le recruteur. Et il y a la vôtre. Et parfois, la nôtre, c'est simplement à ce moment-là, j'avais besoin de faire un boulot, je n'en avais plus. Et en fait, ça m'a guidée vers cette expérience. C'est peut-être pas celle que j'aurais menée si j'avais pas eu besoin de boulot à ce moment-là, mais ça m'a appris ça. Et en fait, ça m'a permis de grandir, de construire et de monter sur une autre marche pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Ta force, c'est ta différence, justement, parce que ça rassure de voir des gens, quand on recrute, on va chercher ce qui est un petit peu dans notre écologie, notre écosystème, et puis ça rassure d'avoir des gens qui viennent un petit peu du sérail, de nos valeurs, etc. Mais finalement, on oublie que la différence ou la singularité, ça peut être aussi une force. Oui, et en même temps, c'est très facile de retomber dans le schéma je recrute mes pairs, je recrute mes clones, je recrute... Bien. Ça fait du bien parce qu'on est dans un environnement qu'on connaît, qui est réconfortant et dans lequel on connaît les codes. Donc, je me suis challengée à plusieurs fois pour essayer de sortir de ce schéma classique des profils qui sortent de l'école de commerce. Et je dois dire que j'ai pas été bonne sur la manière d'intégrer ces profils. Et c'est peut-être un tout, hein, c'est peut-être pas que moi, mais en tout cas, je prends ma part de responsabilité sur le fait que j'ai pas réussi à faire marcher des profils différents au sein de mon équipe. Et que ceux qui fonctionnent le mieux aujourd'hui et qui font cet esprit de corps chez Simone Nelson, ce sont des profils qui ont des parcours similaires aux miens, au moins de manière éducative. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Non, je porte le message, j'essaie de me l'appliquer, mais je suis aussi confrontée à la réalité et je me rends compte à quel point aussi c'est difficile de le faire. On va explorer ça avec toi au cours de ton parcours parce que justement, tu as la diversité aussi, ou du moins le côté différenciant et pas toujours très cohérent, entre guillemets, dans ton parcours. Et on va le découvrir, on va l'explorer aussi au travers de ce que là, tu l'as dit un petit peu sur la deuxième partie de carrière, ou de vie, en fait, plutôt de vie. Mais ta première partie, c'est où, c'est quoi? Hey. C'est pas Lyon alors? Ah non, pas du tout. Moi, je suis arrivée à Lyon après les concours, mais au départ, moi, je viens du Nord. J'ai grandi à Dunkerque et j'ai fait la première partie de ma scolarité en classe préparatoire à Lille. Donc, on peut se dire, ça va, c'est le Nord, ça reste le Nord. Ça reste différent de Dunkerque tout de même. Ah oui? T'as perdu l'accent quand t'es partie à Lille ou tu... Non, j'ai perdu l'accent quand je suis partie à Lyon. C'est un sujet qui est important pour moi, ce que tu évoques là, parce qu'en fait, je ne réalisais pas que j'avais l'accent et je ne réalisais pas que j'employais un langage local jusqu'à ce que je parte à Lyon. Puisque tu t'as vite fait comprendre? Mon référentiel parlait le même langage que moi, en fait, tant que j'étais dans le Nord. Et puis, une fois que j'intègre le M Lyon, déjà, je découvre un nouvel univers. Moi, je viens d'une petite ville de province. 50% de la promo sont des Parisiens, avec des parents qui ont des statuts de cadre supérieur dans plein de grosses boîtes françaises. Les miens sont commerçants. Excuse-moi, tu dis Lyon, mais c'était Lyon-Paris. Non, Lyon. 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 J'étais sur le campus d'Écully, exactement. D'accord. Mais la majorité sur le programme Grandes Écoles, la majorité des étudiants sont des Parisiens. Ok. Et là, j'ai rapidement compris qu'il y avait un décalage, que je découvrais un nouvel univers. Et
quand j'employais du vocabulaire qui, pour moi, était du vocabulaire français, et qu'en face, je voyais que ça ne réagissait pas, là, j'ai compris petit à petit que ce vocabulaire était local, en fait, et on le comprenait à Dunkerque ou à Lille, mais pas plus loin. Et donc, petit à petit, je l'ai exclu de mon langage, tout comme j'ai gommé mon accent. Alors, je vous rassure, je parlais pas comme Danny Boone dans Les Ch'tis, mais j'avais tout de même un petit accent, je pense. Et au fur et à mesure, je me suis dit que pour m'acclimater dans ce milieu, il fallait que je gomme ma différence. On parlait de différence. Et pour être mieux intégrée et paraître semblable à mes pairs. C'est comme ça que j'ai inconsciemment, parce que je me suis pas dit du jour au lendemain, tiens, tu vas plus dire ça, mais petit à petit, en fait, ça s'est fait assez spontanément. Jusqu'à, je dois vous le confier, le jour où je suis rentrée à Dunkerque voir mes parents, et mes parents m'ont alors dit, mais Clémence, comment parles-tu? D'ailleurs, ils m'ont pas dit comment parles-tu, ils m'ont dit comment tu parles? Comment tu parles? Qu'est-ce que c'est que cet accent, en fait? Tu renies tes origines? Enfin, tu veux plus. Snob. Exactement, c'était perçu comme ça. Mhm. Et là, j'ai dû leur expliquer que c'était en aucun cas un éloignement de qui j'étais, à l'origine, à la racine, mais un besoin nécessaire pour m'intégrer dans un nouvel écosystème qui était le mien dans celui des grandes écoles. Et et voilà, maintenant, avec le temps, ça a fait son chemin. Et c'est aussi un sacré pied de nez quand je vois qu'aujourd'hui, mon activité, c'est de la prise de parole en entreprise et d'être à la tête de la première agence de conférenciers quand on vient avec ce questionnement du langage que j'avais chez moi. J'ai fait le lien il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'est assez chouette comme retournement de situation et de parcours de vie. J'entends bon, moi c'est Picard, basse. Non, parisien. Mais quand j'étais parisien, je me retrouve en Picardie, bah ouais, t'as le billet du parisien, quoi. Enfin, le parisien, en tout cas, un banlieusard même. Finalement, bon, bah, les choses se font, puis tu commences à parler un peu comme de la drache, ça. Je les ai même oubliés parce que depuis sur Lyon, bah pareil, c'est d'autres conversations, d'autres langages. Et puis dans le Jura, c'en a encore d'autres. Donc en fait, finalement, oui, on a un peu le sentiment par moment que de plus trop savoir où est-ce qu'on habite, entre guillemets, parce que bah oui, on n'a pas dans les codes, entre guillemets, puis on fait un effort qui après n'est plus un effort parce que ça devient ton quotidien, mais tu oublies un peu d'où tu viens quelque part, enfin par les mots que tu emploies, par tes postures et tes attitudes. Comment tu trouves aujourd'hui, avec du recul, un peu cet équilibre, ce retour à toi-même, ou quand tu as des enfants aujourd'hui et que tu veux leur transmettre tes racines, comment tu fais l'exercice par rapport à ça avec Christophe, ton mari, qui lui vient d'où d'ailleurs? De région parisienne. Et de région parisienne, un beau parigo. Et voilà, donc en fait, ce brassage, en fait, ce qui fait la richesse de tout à chacun. Mais finalement, oui, on peut un peu oublier un peu ses origines par moment. Et j'ai envie de te dire, la question, je vais la poser autrement. Quand tu as un conférencier face à toi et que tu sens qu'il n'est pas tout à fait dans une démarche originelle, j'entends ce que tu dis, Pierre. T'as un beau discours, c'est bien polissé ton truc, mais je veux savoir plus sur toi. Parce que moi, je veux voir qui se cache derrière le conférencier, derrière le speaker ou derrière l'entrepreneur, etc. Comment tu arrives à toi à aller chercher ça ou à trouver ça? Il y a déjà pour toi, comment tu as réussi à te reconnecter avec toi et comment avec les autres tu essaies de partager ça, que ce soit avec tes équipes, que ce soit avec les conférenciers. En gros, on joue un peu tous des rôles, quoi, des fois, sans s'en rendre compte. On a des postures qui nous éloignent un petit peu de ce qu'on est. Donc, c'est quoi tes meilleurs conseils avec du recul? Alors, c'est pas des conseils, c'est ton expérience, comme tu dis. Moi, ma vie est faite d'expérience. Qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport à Je ça? suis d'accord, ce qui vaut pour moi vaut pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, ce que moi j'en retire, c'est, même si maintenant je suis devenue parisienne, cette Dunkerquoise qui est devenue lyonnaise et maintenant parisienne. Ouais. Et mes deux petits garçons sont de purs produits parisiens, mais c'est important pour nous de garder la racine familiale. Donc très régulièrement, les enfants ou nous en famille, on va chez mes parents, on retourne dans le Nord, ils vont y passer des vacances. Mes parents sont très souvent aussi en séjour à Paris. Et même si c'est dans notre univers, dans notre écosystème, c'est leurs valeurs à eux, c'est les valeurs de mes parents qu'ils m'ont transmises, bien sûr, mais qui transmettent aussi à mes enfants sur cette histoire de l'origine, de ce brassage dont tu parlais tout à l'heure, de oui,
Louis et Augustin ont des parents parisiens, mais ils ont des grands-parents qui ont plein de choses différentes à leur apporter que ce que leur apportent leurs parents. Et je suis convaincue que l'éducation des enfants se fait certes par les parents, parce que les parents ont envie de transmettre, mais aussi parce qu'ils font tous les jours, parce que les gamins, ils sont plus... ils sont tellement observateurs qu'il y a plein de choses qui dupliquent sans qu'on ait besoin de leur expliquer, alors que ce qu'on essaie de leur dire et de leur faire rentrer dans le crâne, ça rentre pas, ou alors volontairement, on y met une barrière. Et donc, en étant en contact justement de tout ce lien familial et de tout ce tissu familial, ça permet de garder ce lien aux origines et ce brassage qui fait notre identité. Sur la question du conférencier, en fait, quand je recrute des nouveaux conférenciers, j'organise toujours un premier échange téléphonique. Je ne veux pas de visio, parce que je ne veux pas m'attacher à l'image. Je veux l'écouter. Et je vais être concentrée sur sa voix et concentrée sur la manière dont il s'exprime, l'enthousiasme qu'il y met, la nonchalance. Bref, il y a plein de choses qui se dénotent dans une voix, qui ressortent d'une voix. Ouais. Et lors de ce premier échange, j'arrive très rapidement à me dire il pourra transmettre des émotions ou alors il va être très factuel, très concret, il a des belles expériences à partager, mais probablement que ça peut prendre la forme, je ne vais pas dire d'une formation parce que ce n'est pas une formation, mais en tout cas c'est un peu plus pédagogique, c'est peut-être différent dans la transmission en tout cas. Parce que justement avec cette demi-heure d'échange téléphonique, je me rends compte au cours de notre conversation. Évidemment, moi, je me suis renseignée sur le conférencier avant de faire cet appel, mais la manière dont il se présente, le vocabulaire qu'il emploie, le sourire qu'il y met, le ton de la voix qui change, sont autant d'éléments en fait, auxquels je peux m'accrocher quand il n'a pas besoin de me parler de ses émotions, des sujets qui l'ont touché dans sa vie, qui sont plus personnels, mais rien qu'avec tous ces petits critères-là, j'arrive à percevoir si on va avoir quelqu'un qui va être dans la transmission et dans les messages qui donnent la chair de poule, clairement, et qui vont susciter cette joie, ce sourire au sein des participants, ou si, au contraire, on va être dans une manière de traiter le sujet de manière un peu plus plate. Tu arrives finalement, toi, à capter ces signaux-là? On reparle de signaux. Mais ouais, c'est pas, je t'écoute, hein, vraiment, j'essaie de mettre le lien, mais sur les signaux et pour le coup, cachés. Ouais. La personne, elle te raconte quelque chose, mais toi, les mots, le ton, l'intensité, etc., la vibration, les ondes, etc. Et donc, par rapport à ça, toi, tu arrives à te connecter avec ce qui est plus profond, quoi, en fait, pour répondre un peu différemment à la question, parce que la personne, elle, telle qu'elle se présente. Oui, humblement, parce que sur ce premier appel, c'est presque un appel de CV, de motivation, et c'est un échange plus que... C'est pas un entretien que je leur fais passer, mais on est vraiment dans une demi-heure d'échange. Et j'essaie de me connecter à autre chose que le discours, parce que souvent le discours, en fait, je le présuppose. Quand c'est un sportif, un champion olympique avec qui j'ai un échange, je vais m'attendre à ce qu'il me parle d'échecs, de dépassement de soi, de collectif, de tout ça. Et donc, quand il m'en parle, ça vient corroborer ce que je pensais. Et moi, ça me permet d'écouter l'implicite, en fait. L'implicite. Et finalement, on peut pas mentir, quoi, quand on sait ça. Enfin, quand on t'écoute, toi, je vais raconter, machin, etc. Mais toi, tu arrives à entendre, humblement, comme tu le dis, mais à capter ce qui se cache derrière pour qu'on se dire cette personne-là, ce qu'elle a véritablement à nous partager en termes d'émotion, d'authenticité, de sincérité, son parcours de vie. Je suis pas infaillible, donc je pense que peut-être je laisse passer des candidats avec du potentiel et peut-être inversement, je peux en référencer qui ne seront pas exactement au niveau auquel je l'attends. Mais l'étape d'après, en tout cas, au moment où je fais le choix, je suis convaincue que c'est un bon choix pour Simone et Nelson et que ça correspond à notre agence et à ce que nos clients attendent de notre agence. Et l'étape d'après, c'est de le faire intervenir en conférence. Et quand on le fait intervenir en conférence, là, on peut plus se cacher, on peut plus avoir réussi. Enfin, le candidat candidat conférencier qui est passé entre les mailles du filet, entre gros guillemets, au cours de cet appel,
et probablement de manière non intentionnelle, une fois qu'il est sur scène et qu'il fait sa conférence, là, maintenant, pour en avoir vu carrément des centaines et des centaines, je pense que on arrive à détecter ce qui fonctionne moins bien, et si on continue à travailler ensemble ou pas d'ailleurs. Ça fait plusieurs fois que j'entends ce mot détection, hein, la détection. Mais justement, puis tu vois, quand on pense, moi j'entends détection, je pense souvent dans le sport, de faire la détection des jeunes, des talents, etc. Tu fais un parallèle d'ailleurs entre ce que tu viens de détecter les talents. Tu disais, moi j'arrive à capter un potentiel dans cette personnalité, dans son parcours, qui fera que demain ce sera potentiellement un super conférencier. Euh, c'est ton rôle à toi, c'est entre autres d'aller chercher ça, d'aller chercher des talents. Parce que oui, tu dis que c'est pas que des conférenciers, Simone et Nelson, hein, c'est aussi des talents. Des animateurs aussi, oui. Des animateurs. Des animateurs, des journalistes animateurs qui vont travailler sur la modération, le rôle de maître de cérémonie, dynamiser un événement, puisque c'est un métier à part entière, et très souvent c'est confié à quelqu'un en interne dans l'équipe. Mais en fait, ça change la donne quand on fait appel à un animateur. Ouais. Sur la question que tu me poses, je suis toujours là. Les moments suspendus. Je te fais juste un truc, reste sur ton idée. Mais en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que sur la détection, j'ai détecté un jour un sportif talentueux qui fait de la lutte. Il se reconnaîtra puisqu'il était invité sur ce micro. Il s'appelle Choukri Atafi, il était champion de lutte, Jeux Olympiques et tout ça. Et puis, quand il me prépare sa conférence, il fait son truc tarte à la crème. Que tu disais tout à l'heure, zone de confort, le collectif, le machin, etc. Mais c'est les classiques, hein, forcément, il y a le message de premier abord. Et puis en fait, dans ton parcours, il y a un truc qui est incroyable, c'est d'aller chercher des talents dans des cités et tout. Mais tu te rends compte qu'en France, je pense une des raisons aujourd'hui, depuis 20 ans, 30 ans maintenant, que les collectifs français gagnent. Là-bas, avant, on était un peu des losers, football, basket, etc. C'est parce que des gens talentueux qui ont allé chercher faire la détection et trouver des talents pour aller les faire, justement, les mettre face à des recruteurs. Et finalement, très tôt, on détecte des potentiels. Et après, l'avenir leur appartient à eux dans un environnement où ils pourront s'exprimer avec leurs compétences. Mais je trouve que c'est un vrai talent de détecter chez les gens. Et quand tu me parles de signaux faibles, quand tu me parles d'observation, quand tu me parles de tout ce que tu me dis en fait dans ton parcours aussi, il y a vraiment, enfin pour moi en tout cas, je te fais un feedback, je sais pas comment tu le prends, mais c'est cette capacité en tout cas, ou cette envie en tout cas, ou cette mission comme tu dis, d'aller chercher à détecter des gens, et puis des gens qui pour le coup peuvent changer ou orienter un petit peu la vie de certaines autres personnes, voire de collectifs, d'entreprises pour le coup, puisque toi tu interviens en B2B. Je suis assez figé là-dessus, moi, sur toi, sur ce que sur l'exploration de ton parcours déjà, et ce truc indétectable, mais qui est bien présent en tout cas. Merci pour ça. Écoute, sur le côté détection, et notamment détection des futurs conférenciers majeurs, en fait, il y a des métiers qui sont différents sur notre marché. Nous, on est une agence de conférenciers, on n'est pas agent de conférenciers, c'est pas la même chose. Ou agent de célébrité, par exemple. Être agent, c'est être présent, accompagner un talent pour le développer. Donc, c'est lui permettre de mieux exprimer ses idées ou son sujet là où il est bon. C'est de mettre la lumière sur lui grâce à des passages dans les médias. C'est l'aider à sortir un livre, par exemple. Et donc, c'est créer tout cet environnement autour de lui qui le rend désirable sur le sujet sur lequel il est bon. Et nous, c'est pas un rôle que nous jouons auprès des conférenciers avec lesquels nous travaillons. En revanche, nous, on travaille avec les conférenciers pour les proposer à nos clients, les entreprises, dans le cadre d'événements qu'elles organisent, pour que ce soit le juste message au moment clé pour l'entreprise et pour la bonne audience. Et là, nous, on réalise une veille en permanence dans les médias, mais qui est presque maintenant inconsciente, c'est-à-dire que toute l'équipe a l'habitude d'écouter ses propres podcasts, ses propres émissions de télé, ses propres radios. Et en fait, en combinant nos goûts personnels sur tous les supports qu'on peut écouter, voir, observer, on est capable de dire, tiens, au fait, très concrètement, on a un canal sur notre chat qui nous permet de détecter ces talents en disant « Ah bah hier, j'ai entendu un tel qui parlait de tel sujet sur telle radio ou telle chaîne. Je pense qu'il pourrait être intéressant pour le besoin de nos entreprises. »
Et il n'y a pas que moi qui le fais. Toute l'équipe le fait aujourd'hui. Tout le monde fait de la veille. Tout le monde fait de la veille. Parce que, en fait, à chacun des niveaux de l'entreprise, je pense aux commerciaux qui sont au contact directement des clients, qui collectent tous les briefs de nos clients. Ils connaissent parfaitement ce besoin de leurs interlocuteurs. Et donc, ils savent si la thématique va parler aux clients. Un profil qui fait les choses différemment, des profils qu'on a déjà référencés au sein de l'agence aussi, c'est une autre manière de traiter le sujet. Et donc, on se partage tout ça quotidiennement. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a un conférencier qu'on partage sur le chat par jour, ce serait vous mentir. Mais en revanche, on est très à l'affût de détecter des nouveaux profils. Et derrière, dès qu'on a une opportunité à leur proposer, on n'hésite pas à aller les contacter. Et inversement, puisqu'on est sur ce sujet, je reçois plus de 20 demandes de conférenciers qui souhaitent se faire référencer à l'agence par semaine. Et aujourd'hui, j'en décline plus de 90%, pour être tout à fait honnête avec vous, parce qu'ils ne répondent pas aux critères qu'on a déterminés pour l'agence, qui sont la notoriété, la capacité oratoire, l'expertise ou l'expérience de vie, en fonction de si c'est un profil plus académique ou un profil qui est plus terrain, et la thématique. Parce que nous, on a besoin d'avoir des thématiques qui répondent aux besoins des entreprises. Je prends très souvent cet exemple avec mon équipe, mais le spécialiste international de la mythologie grecque, aussi bon soit-il sur tous les critères, ce n'est pas une demande que nous recevons des entreprises. Et donc, il pourrait être référencé chez nous, on ne le ferait jamais travailler, parce qu'en fait, ce n'est pas un besoin de nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que les 4 critères soient alignés pour qu'on puisse recruter des nouveaux intervenants. Et c'est la raison pour laquelle je suis amenée à décliner de nombreuses candidatures. Là où un agent pourrait avoir cette personne-là et le faire briller dans sa niche auprès de... Exactement. Et le rendre extrêmement désirable et le faire passer sur tous les médias très populaires, qu'ils soient en ligne ou offline, pour attirer l'attention sur son profil et en faire un sujet qui devienne... un sujet grand public ou un sujet spécifique pour certaines cibles. On peut faire une parenthèse. Avec plaisir. Pas technique ou autre, je ne coupe pas le podcast. Mais en fait, j'ai une question, enfin quelques questions décalées. Je suis ton prospect, donc potentiel client. Oui. Et comme ça, spontanément, dans tes, comment t'appelles ça? Les célébrités, les speakers? Ouais, les conférenciers, les intervenants. Les intervenants, conférenciers. T'es prête? Je suis prête. Je sais pas ce qui m'attend, mais je suis prête. Fais-moi pleurer. Tu penses à qui? Oh! Je pense que j'irai sur un profil handisport. T'as quelqu'un en particulier comme ça, vite? Oui, je pense. Sans oublier les autres, on est bien d'accord. Évidemment, mais je pense à Marie-Amélie Le Fur ou je pense à Théo Curin. Ah oui. Marie-Amélie. Ouais, ils ont des vécus, des moments de vie qui les ont profondément bouleversés et qui a changé toute la suite de leur histoire. Fais-moi rire. Je dirais Karim Duval, qui est particulièrement à propos dans un cadre B2B, parce que son terrain de jeu, c'est le monde de l'entreprise. Et donc, c'est un humoriste qui tourne à la dérision le monde de l'entreprise et ses absurdités. Et par rapport à mes clients, c'est sûr que ça marche. Donc, ah oui, il y en a qui te demandent ça. Ouais, tout à fait. On va décaler et puis finalement... Ouais, ça fait du bien en fait de rire du PowerPoint qui fait 200 slides et dont on n'en peut plus et de cette réunion sur Teams où en fait on n'a pas mis la caméra parce qu'on est encore en pyjama. Enfin, j'exagère, mais il y a quand même un peu de ça, quoi. Et c'est un moment de détente. Enfin, je dis toujours que l'humour dans l'entreprise, c'est un cadeau. Ouais. Parce que les organisateurs d'événements qui font venir quelqu'un qui apporte cette légèreté et ce trait d'humour, c'est pour un pur moment de détente en fait. Et je pense que Karim, il apporte ça. Ouais, cadeau là. Alors, le spectre est super large dans ce que je vais te dire, mais rends-moi intelligent. Oh. Tu vas me dire dans quoi, dans quel domaine, on s'en fiche. Rends-moi intelligent. Et si tu choisis l'IA, mais pour l'IA, c'est que tu choisis peu importe le domaine. En fait, je pourrais aller dans tellement de domaines différents, mais je vais choisir la philosophie.
parce que c'est pas du tout une activité qu'on pratique au quotidien, en tout cas pas moi. Et je trouve que c'est incroyable de voir des orateurs. En fait, je trouve qu'il y a un niveau de capacité oratoire qui est particulièrement élevé chez les philosophes de manière générale. Et leur manière de s'exprimer est pour moi un véritable bonbon, une gourmandise. Ils manient les mots, la langue française, les idées, les arguments comme personne. Et je trouve que, enfin moi j'en prends toujours plein les yeux quand j'assiste à leurs conférences. Et je suis émerveillée de leur capacité à prendre la parole et à jongler avec notre langue française. Donc c'est une manière d'apprendre qui est clairement liée à ce que je vous ai confié avant, mais qui pour moi m'inspire beaucoup sur notre manière de nous exprimer. Alors, sur ce que tu dis, je réagis vite fait, mais je trouve souvent les Belges ou les Canadiens, enfin les Québécois, ont souvent sur cette façon de bien parler notre français, entre guillemets, le français, un spectre vocabulaire beaucoup plus riche que ce que nous-mêmes nous avons en France, enfin en métropole en tout cas. Et forcément, quand tu dis ça, enfin forcément non, mais moi en tout cas, quand tu dis ça, je pense à Pascal Chabot. Tu peux m'avoir Pascal Chabot, par exemple, en Belgique, ça te parle peut-être pas, Non, philosophe. ça me parle Non. pas. Mais toi, tu penses à qui, par exemple, à Comte-Sponville, des gens comme ça? Oui, exactement. C'est lecture, ouais. Exactement. André Comte-Sponville, il est impressionnant c'est une vraie joute verbale en fait, c'est Ouais. dans sa manière de s'exprimer. Ouais, moi, il y avait, il se remonte à bien plus de 10 ans, où il avait fait une conférence sur l'amour, dans ses différentes compositions. Et ça m'avait vraiment marqué, et pour toujours, j'ai envie de dire. Donc, comme quoi, effectivement, quand on écoute une Une rencontre et qui a marqué ta vie. qui a un vrai biais, un pivot, là, j'ai envie de dire, tu vois, où tu te dis, mais en fait, ce qu'il a raconté, tu te retrouves dedans, et puis tu le vois de différentes façons, changement de regard, nouvelle motivation, nouvelle énergie, et comme quoi, effectivement, juste une rencontre, aussi parfois futile soit-elle, hein, parce que ça dure pas longtemps, mais ça fait un vrai pivot. En tout cas pour moi. Donc merci d'apporter en tout cas ces possibilités au travers de ta mission de vie, ton métier. Et si j'ai envie de quoi maintenant? De pleurer, de rire, d'être plus intelligent. Tiens, surprends-moi. Euh, Je pense que je te recommanderais Rémi Larousse, Ok, tu peux me dire qui, bien sûr. C'est un illusionniste, Mais oui, bien sûr. Mentaliste. mentaliste illusionniste, exactement. Et j'ai pensé à lui par rapport à ce que tu disais juste avant, la possibilité de voir les choses sous un autre angle, qu'en fonction de la manière dont on pose nos questions, la façon dont on regarde les choses, on va biaiser des solutions, biaiser des idées, et que en fait, rien que quand on a un problème, le fait de le regarder autrement, ça va nous ouvrir les perspectives sur la manière de le résoudre. Et tout ça avec des jeux de scène qui sont hyper ludiques, très participatifs. Et je trouve que son intervention, elle est géniale et elle est justement surprenante. Un TEDx que je recommande d'ailleurs. Je suis même pas s'il n'aurait pas fait 2 des TEDx. D'ailleurs. Au moins, en tout cas, oui, effectivement, assez marquant, Rémi Larousse. Et fais-moi vendre plus. J'ai un problème, je vais en passer. Alors là, je ne peux que te conseiller Michael Aguilar. C'est vrai, indémodable. Indémodable. Ouais. Indémodable. La référence sur le sujet. Mais c'est fou ça qu'il est tant marqué. Il est très très fort. Il est très fort. Ouais. Et il s'est remis en question pendant le Covid. Il n'a pas fait le dos rond, il n'a pas attendu, Ouais. il a fait. C'est un Brillant. ouais. Marquant. Coup de cœur pour terminer. Toi, ton coup de cœur perso? Oui, et il est très perso. C'est Aurélie Dupont, la danseuse étoile. Ah oui. Parce que déjà, j'étais une petite ballerine. J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans et j'en ai fait pendant 20 ans. Donc, ça a eu une saveur particulière pour moi de travailler avec une danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Et parce que son message est bouleversant d'humilité, de ce côté très hiérarchique de la danse en France en particulier, cette école de l'excellence, mais aussi de tous les travers qu'elle a décrits dans son livre. Et je la trouve aussi profondément humaine et accessible. Évidemment, je me suis déjà entretenue avec elle, mais je l'ai aussi vue en conférence et je trouve que elle est... cette image de la danseuse étoile qui incarne ce rôle principal sur scène fait que
on pourrait imaginer quelqu'un de distant, difficile, à qui on a du mal à parler. Et finalement, elle est super accessible, très humble. Elle partage ses histoires d'opéra comme ses histoires de femmes. Enfin, voilà, j'adore. Je me rends compte en t'écoutant que moi, je suis un fan absolu, grand consommateur, le terme est très moche, mais très consommateur de ces rencontres. Alors oui, évidemment, ça fait un certain temps qu'on se connaît tous les deux, ça fait longtemps que je m'étais dit, mais c'est une question de timing, j'attends juste le 29 octobre de je ne sais quelle année. Et bien évidemment, c'était pas, je ne le savais pas. Mais comme quoi, des fois, des heureux hasards, c'est une question de timing. Un signal encore. Tu me coupes voilà, l'herbe sous le pied. Mais j'ai été d'une consommation, mais sans fin, de personnalités, connues ou pas connues. D'ailleurs, quand je dis personnalité, de parcours de vie, que ce soit dans les livres d'abord, que ce soit après la télé, parce que la télé aussi, ça facilite les choses. Quand on est dans la génération 80 et qu'on voit tout ce qu'on peut voir à la télé qu'avant on ne pouvait pas voir. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce on a dans notre petite boîte, dans le prolongement de dans notre main. Mais en tout cas, oui, et puis il y a eu un vrai, pour moi en tout cas en ce qui me concerne en tant qu'entrepreneur, on va revenir sur ton parcours d'entrepreneuse, de chef d'entreprise, mais comme quoi ce sont des vrais accélérateurs parfois de développement personnel, si on prend le terme un peu tarte à la crème ou galvaudé de développement personnel, mais quand même, je peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui ont changé ma vie ou qui m'ont fait devenir un être amélioré, qui a encore beaucoup de fêlures et de fragilité et plein de choses, encore plein de potentialités comme tout à chacun. Mais c'est vrai que c'est vrai, tu parlais d'Alexandre Bonetti tout à l'heure, comme quoi lui aussi dans ses stratégies d'évolutive de chef d'entreprise ou d'homme, d'être humain, je crois que dans le podcast, quand je lui pose la question, c'est qu'une chose à retenir, il me semble que c'est rencontrer des gens qui me font accélérer moi, parce qu'ils ont, pour diverses raisons. On lui disait rencontrer une baleine, je crois, sur un texte LinkedIn d'ailleurs, qui était assez marquant. Donc c'est pas du tout péjoratif, mais au moins c'est marquant. Et d'ailleurs, voilà, c'est bien, c'est encore un biais cognitif, ça de dire tiens, une baleine, ça marque dans la tête, on voit une baleine et forcément on fait des associations et on n'oubliera jamais Alexandre Bonetti. Donc t'es quelqu'un de marquant forcément parce que tu sais manier les mots et les images. Mais en tout cas, au-delà de ça, oui, je peux pas m'empêcher de penser à plein de gens quand je revois mon parcours en arrière. Et toi, justement, quand on prend ton parcours en arrière, tu penses à qui comme ça, très spontanément, soit des conférenciers, de le faire, mais des gens qui t'ont aidé, qui t'ont marqué, qui t'ont soutenu. Et si tu serais pas là où tu serais pas de ce côté sans eux, sans elle. Alors, ça va être très tarte à la crème, mais je vais commencer par mes parents, parce que je ne serais pas là où je suis s'ils ne m'avaient pas donné le goût du travail. Bien de le rappeler. Évidemment, je suis là grâce à eux, mais ils m'ont donné un goût du travail que je n'aurais jamais eu sans eux. C'est évident. Mes parents étaient commerçants. Ouais. Et tous les deux étaient fils et filles de commerçants. Donc, j'ai baigné dans cette culture enfant. Et je suis convaincue que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses, mais c'est beaucoup de travail parmi tous les ingrédients. Et donc, il faut pas avoir peur d'aller à la tâche, en fait, quand on décide de mener son aventure. C'est quelque chose qui a encore du sens aujourd'hui pour toi, le travail, de retrousser les manches, d'aller au charbon? Ouais, c'est un bon point. J'ai beaucoup questionné ça, justement, depuis que je suis devenue maman, parce que les 24 heures par jour sont composées de plein de moments très différents quand on devient une maman. Et là où avant, je pouvais gérer mon sommeil et ma journée de travail, et puis mes moments de couple ou avec mes amis, désormais, j'avais un petit être qui dépendait de moi et de son papa à 100%. Et donc, mes journées étaient très, très différentes. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai re-questionné mon lien au travail. Et non sans douleur, parce que quand on a des schémas dans lesquels on est inscrit depuis tant d'années, c'est difficile de se dire mais comment je vais réinventer Au départ, on se le dit même pas, on se dit juste comment je vais faire. Et puis petit à petit, quand on questionne le sujet, je me suis fait aussi accompagner et je suis allée plus loin dans la réflexion en me disant mais en fait, comment je réinvente mon rapport au travail? Comment je garde cette loyauté au travail dur dans lequel j'ai grandi, mais tout en réinventant un nouveau mode de travail qui est le mien, à moi, Clémence. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à l'équilibre que j'ai aujourd'hui. Désormais, j'ai décidé d'être 3 jours au bureau et 2 jours en dehors du bureau. Et c'est 2 jours sur lesquels je m'accorde plein de choses différentes. Autant du temps personnel, si j'ai envie de faire du yoga, d'aller me promener dans Paris ou d'aller voir un spectacle, je le fais. Si j'ai envie de travailler sur un sujet stratégique,
sur une vision 2030, sur mon BP des 3 prochaines années ou je ne sais quel autre sujet, eh bien je le fais. Si j'ai envie de ne pas travailler et de lire, je le fais aussi. J'ai encore un peu de mal, je dois bien le confier. Mais en fait, ce temps de respiration, j'ai compris maintenant que c'était du temps de travail. Un travail qui était différent et qui me permettait d'être meilleure dans la vision, dans la stratégie de mon entreprise, que d'être acharnée sur mes emails et sur mon ordinateur pendant 10 heures par jour. Et que le fait de lever la tête, ça m'ouvrait des perspectives, que cette fameuse balade dans Paris, elle me faisait beaucoup de bien parce qu'en fait, ça me faisait explorer des endroits, des lieux qui font les choses de cette manière. Et tiens, si moi je le faisais comme ça dans ma boîte, je m'étais jamais questionnée là-dessus, etc. Bref, ça me permet d'être plus créative, d'imaginer des choses de manière très différente. Là où, quand on est face à l'ordinateur toute la journée, en fait, on n'a plus cette clairvoyance, on n'a plus cette hauteur de vue qui nous permet de penser à notre sujet différemment. Donc ça a beaucoup changé pour moi ces derniers mois dans mon rapport au travail, là où j'ai toujours vu des parents bosser de 7h à 20h tous les jours, le dimanche matin, les jours de Noël. J'ai eu cette enfance avec des parents acharnés du travail. Je leur dois beaucoup pour ça, mais ça a aussi été un travail pour moi de me séparer de cette loyauté à ce qu'ils m'avaient appris pour me dire que ce ne sont pas que les heures au travail qui comptent. C'est un super long processus que tu es en train de nous dire, parce qu'en fait, quand c'est ancré au plus profond de nous, c'est nos valeurs, c'est l'éducation, enfin tout, qu'en fait, tu as fondé ta vie sur quelque chose qui n'est pas fondamentalement peut-être toi, ce à quoi tu aspires, mais tu ne sais pas consciemment. C'est un travail qui t'a pris combien de temps de te reconnecter avec toi Là, ça fait 1 an que j'ai commencé à bosser sur ce sujet. Tu as eu un déclic Le déclic, c'est la maternité. Ouais. Mon déclic, c'est la maternité, c'est la naissance de Louis et c'est le fait de me dire je ne peux plus bosser 10 heures par jour. Ça ne rentre plus. Puis tu as Augustin qui enfonce le clou. Et puis il y a Augustin qui arrive 2 ans plus tard. Et là, avec 2 petits bouts de 0 et 2 ans, il est évidemment impossible. Et pourtant, je m'acharne. Pendant toutes ces années, je m'acharne. Parce que, justement, je trouve que ces dernières années, on voit beaucoup dans les médias ces femmes toutes puissantes qui peuvent tout faire. Et je me dis, pourquoi des vitamines. Mais pourquoi pas moi, en fait? C'est normal. Exactement. Pourquoi je pourrais pas le faire, en fait? Je sais que j'ai cette niaque, je sais que j'ai la persévérance, je sais que je me remonte les manches, je sais travailler et je peux y aller jusqu'à me faire mal, en fait, jusqu'à aller trop loin et réaliser que je suis allée trop loin. Et que je me suis... La fatigue, c'est un burn-out, en fait. Je pense qu'on peut le qualifier de burn-out. C'est tous les jours, je pleure. Tous les jours, je pleure et en fait, je sais plus où je suis bien. Si je suis bien au bureau, si je suis bien à la maison. Le quotidien est difficile et beaucoup de choses deviennent insurmontables, me paraissent tellement difficiles, alors que en temps normal, il en faut peu pour me décourager. Il en faut vraiment beaucoup pour me décourager. Ouais, et attends, ma fille, quand je dis ma fille, c'est pas tes parents qui parlent, mais c'est ma fille, l'expression. Ouais. Mais ma fille, t'as tout pour être heureuse, t'as la santé, t'as les enfants aujourd'hui qui sont adorables, enfin les enfants, des milliers d'enfants, t'as un boulot de rêve. Exactement. On voit ce que tu fais, Simone Nelson, ça va quoi. Donc tu vas. T'as un mari qui est là, qui t'aime, que t'aimes. C'est quoi ton problème? T'as toutes les choses fondamentales qui sont là présentes et tu te réveilles en pleurant. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Sèche tes larmes et retourne au charbon. Exactement. Et non. Et ça m'a pris du temps, en fait, de me dire arrête de te faire cette violence parce que ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas d'essayer de forcer de bosser autant tous les jours en devenant cette maman avec ses enfants qui ont besoin de toi. Tu peux pas tout faire en même temps. Mais ça, j'ai mis 3 ans à le comprendre. Je me suis fait mal pendant 3 ans, en insistant, en essayant de tout mener de front parce que je pensais qu'on pouvait tout mener de front. Et en fait, c'est pas possible. Il faut l'accepter à un moment donné. Il y a des phases de vie et j'ai pas encore tout le recul nécessaire sur ce qui m'attend et sur les prochains âges que je vais découvrir avec les enfants. Mais à mon niveau d'expérience, je réalise que en fait, il faut accepter qu'il y ait des temps où on travaille en apparence ou a priori moins que ce qu'on pensait travailler, c'est-à-dire moins d'heures derrière l'ordinateur. Et c'est aussi pour ça que je me suis obligée, et clairement je dis que je me suis obligée parce que j'ai dû moi-même me discipliner pour me dire ces 2 jours, tu arrêtes de travailler. Ta première réaction de la journée, ce n'est pas d'ouvrir ton ordinateur et ton cahier avec ce qu'il y a à faire et par quoi je vais commencer. C'est de prendre ce temps
pour prendre soin de toi et soin de ton entreprise et de ton équipe. Mais la première réaction, c'est l'ADN dont tu nous parles par rapport à tes billets éducatifs, etc. Donc, si tu fais ça, tu n'ouvres pas ton case, tu n'ouvres pas ton écran, etc., tu es une feignante, c'est quoi que tu te dis les premiers temps? Ah oui, les premiers temps, ce que tu te dis, c'est mais en fait, je suis en train de laisser mon équipe bosser Ouais. et moi, je prends du bon temps. Mmh. Mais pourquoi je suis pas exemplaire quand je fais ça. Alors que moi qui veux être cette manager exemplaire, lead by example, là, c'est pas ce que je suis en train de faire. Et là, je suis en train de cheminer en me disant mais exactement que c'est ce que tu es en train de faire. Te permettre de vider un agenda. Parce que ça commence par là, en fait. C'est qu'il faut commencer très concrètement à prendre son agenda et se dire qu'est-ce que je peux enlever pour me créer des respirations et des moments où je peux divaguer, où je peux aller faire autre chose qui me permettent de voir à plus long terme. C'est vider mon agenda. Et en fait, je suis en train de me dire que ce que je suis en train de faire là, c'est donner un exemple à mon équipe pour éviter que eux-mêmes se brûlent les ailes. Alors, c'est probablement moins simple quand on est salarié que quand on est à la tête de sa boîte avec toute la liberté que moi j'ai. Et j'ai pas de compte à rendre à un boss pour dire écoute, je prends ces 2 jours et je fais ce que je veux. Mais ça laisse la possibilité d'un échange entre eux et moi sur des modalités, sur ce qui ferait du bien. Moi, la première réaction, je te fais une réaction, moi, par rapport à la peur de manquer d'argent. Voilà, le fameux faux mot. Mais si je lève la pédale ou si je fais ce que tu dis, je ne pourrais pas payer mes salariés. Tu vois, c'est même pas dire en gros vis-à-vis d'eux, je suis pas exemplaire, mais j'ai un devoir surtout de faire entrer de l'argent, etc. C'est quand même moi qui pilote tout ça. Donc c'est la peur de l'argent, quoi. Aujourd'hui, je pilote, mais c'est pas moi qui fais rentrer l'argent. J'ai une équipe qui fait ça et qui le fait mieux que moi. Et qui le fait mieux que toi. Et donc, en fait, si eux, ils sont bien dans leur poste pour faire cette mission, il n'y a pas de crainte sur le fait que je pourrais payer les salaires à la fin du mois. Ouais. Ah, t'as délégué ta peur, c'est marrant. J'ai un flash, en fait. C'est pas ce que t'as fait. Tu t'offres pas ta peur, mais en fait, Non. tu as une délégation. Et ils vont peut-être découvrir, et c'est pas du tout une intention par ce podcast de leur mettre la pression sur le chiffre qui rentre sur le salaire qui est payé. C'est pas du tout ça. C'est juste que, en fait, j'ai appris, et aussi par le réseau, à me détacher des sujets parce que forcément, à un moment, j'en suis le goulet d'étranglement. Et si j'en suis le goulet d'étranglement, moi, je suis plus dans les échéances. Et petit à petit, je n'arrive plus à tout mener de front et je m'épuise. Et c'est un cercle vicieux, en fait, dans lequel on s'inscrit. Et ça, c'est un des meilleurs conseils, je pense, que les entrepreneurs autour de moi ont pu me donner, c'est rends-toi dispensable. Justement, l'inverse, le lapsus. Mais fais en sorte que ta boîte puisse tourner sans toi. C'est extrêmement dur de se dire c'est ma boîte, je l'ai fondée, j'y ai mis tout mon cœur dedans, elle est comme j'aurais aimé qu'elle soit, et il faut que je puisse reculer pour faire en sorte qu'elle puisse continuer à avancer si j'étais pas là ou quoi qu'il se passe. Même si je suis encore investie à 200% et j'aime toujours autant cette boîte. Ouais. C'est joliment dit, joliment, c'est-à-dire qu'en fait, souvent on entend dire nul n'est irremplaçable, nul n'est indispensable. C'est un peu dire les choses par la négative, en fait. Et toi, tu dis rendons-nous dispensables. Exactement. C'est plus aspirant, en fait, comme démarche, comme posture, en fait. Et pour le coup, ça rend responsable les gens. Absolument. En termes d'autonomisation et de responsabilisation, il n'y a pas mieux parce que tout le monde se sent investi de son rôle, de sa mission. La prise de décision, elle est beaucoup plus claire. Alors en revanche, et c'est là où je dois encore travailler avec mon équipe, c'est que chacun soit très clair sur son autonomie en termes de prise de décision et ce qu'il peut faire pleinement pendant les jours où je suis absente et même pendant les jours où je suis présente, en fait. Parce que le fait de mettre en place ce type d'organisation, ça fait que l'autonomie et la responsabilité, elle ne marche pas que les 2 jours où je ne suis pas au bureau. Elle marche évidemment aussi les 3 autres jours. Et on n'attend pas que la boss soit pas là pour dire cette fois-ci, je peux prendre la décision. Non, en fait, ça devient une norme. Et désormais, il y a un vrai empowerment qui est créé sur le fait de prendre ses distances, en fait. Et là, pour le coup, on reste un petit peu dans ce côté mindset de l'entrepreneur, avec ses fragilités, ses fêlures, et puis en même temps aussi ses expériences. Par rapport à cette expérience que tu es en train d'explorer là, niveau de prise de décision, autonomie, etc., comment tu mets une délégation? C'est sur un niveau de pricing, par exemple, en dessous de 500 € de dépenses, tu as le droit, vas-y, mais à quelles conditions? Ou est-ce que c'est par rapport à, je sais pas, une communication, j'ai pris une décision, mais remonter l'information par rapport à cette prise
éducation. Comment tu laisses justement aujourd'hui cette latitude? Alors, il y a évidemment, j'imagine, tu as le fait que les équipes connaissent la vision de l'entreprise, les cadres du jeu avec le règlement intérieur et ce genre de choses très classiques et très conventionnelles, et le contrat aussi, le contrat de travail. Encore faut-il les lire et les rappeler. Des fois, on oublie de les lire parce que c'est tellement la grande liste. Mais ça, je te pose la question parce que c'est quelque chose que une des personnes que j'accompagne me dit, bah tiens, c'est vrai que je suis au fait de tout dans l'entreprise. Et c'est un peu mon modus operandi. J'ai besoin d'être là pour montrer aux gens que je m'intéresse à ce qu'ils font, etc. Donc se rendre indispensable pour le coup sans s'en rendre compte. Mais pour se rendre indispensable, quel est le niveau de délégation? Comment tu es en train de le construire ou de l'imaginer, hein? En fait, déjà, l'idée, c'est de le co-construire avec chacun. Donc, j'ai mis en place un CODIR parce que, du coup, c'est mon organe de décision auquel je participe, mais qui est aussi capable de se solliciter entre eux. Enfin, ils peuvent se solliciter entre eux quand je suis pas là, sans problème. Et du coup, il y a une solidarité de directeurs entre les différents collaborateurs du CODIR. Et donc, au sein de ce CODIR, à chaque réunion, très classiquement, on fixe notre agenda et on réalise sur des cas concrets. Et parfois, ils me sollicitent sur des choses, soit en one-to-one, soit en équipe. Ah bah tiens, Clémence, est-ce qu'on peut faire ci comme ça et ça comme ça? Et maintenant, je travaille de plus en plus à me dire, est-ce que ça a besoin de passer par toi? Est-ce que tu as besoin de savoir que pour l'événement des 50 Simone et Nelson, on va mettre des bougies ou on va pas mettre des bougies? Est-ce que ça va changer quelque chose dans le pilotage de la boîte? Non. Et tu as confiance dans la personne qui mène cet événement? Oui. Donc en fait, il fera de son mieux pour mettre des bougies ou pas mettre des bougies en fonction de l'ambiance qu'on veut créer. Donc cet exemple, il paraît anecdotique. Il y en avait combien? Il y en avait quasiment pas. mais c'est un travail sur moi, en fait, c'est premièrement, on co-construit dans le sens où je demande à chacun des collaborateurs du CODIR de lui-même lister, dans la mesure de possible, son champ d'autonomie et de ses responsabilités. Attention, c'est un travail work in progress. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout exemplaire sur le sujet, mais c'est comme ça qu'on est en plein dedans de travailler sur le sujet. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, mais en tout cas, c'est pas du tout donneur de leçons parce qu'on n'en est pas là du tout. Donc, cette personne détermine ce qui serait son champ d'autonomie selon elle pour bien mener sa mission, son rôle. Et moi, je viens lui donner ma vision. On travaille ensemble, on détermine une fiche autonomie et responsabilité ensemble. Et au quotidien, quand une question se pose, moi, je m'oblige le plus souvent à me dire, est-ce que tu as besoin de prendre une décision là-dessus ou est-ce que tu peux déléguer ta décision? Et si c'est quelque chose sur lequel j'ai pas... Et mon côté contrôle fric initial a tendance à vouloir tout savoir. Mais en fait, avec tout ce travail que je fais sur vider mon agenda, prendre des temps de respiration pour mener plus loin et plus longtemps l'équipe et l'entreprise, eh bien en fait, je m'oblige à poser cette question pour me détacher de certains sujets sur lesquels je n'ai plus besoin d'être. On va explorer ça. Et si on veut le questionner, on peut t'envoyer un petit message sur LinkedIn. Avec plaisir, Ouais, n'hésite pas. Allez, entendu. Et prendre le temps de respiration. C'est, tu t'es allé respirer avec des gens, avec quelqu'un en particulier qui t'a appris à respirer? Ça fait plusieurs fois que tu emploies ce terme-là, ou du moins que tu vis cette expérience au travers de ton agenda avec des temps de vide et puis des temps d'inspiration ou de respiration. Pour le coup, inspiration, c'est ce que tu proposes aussi avec tous les speakers et les intervenants au sein de l'agence Simone et Nelson. Mais pour toi, tes moments de respiration, il y a l'agenda, il y a du temps, un moment vide de jour. Tu parles de jour, c'est pas vide, on a bien compris que ça allait se remplir autrement. Merci, tout simplement autrement. Et puisque on fait une inspiration et une respiration, comment tu te mets en warning, en alerte pour dire là, je suis un peu en suffocation dans la vie de tous les jours ou dans ton agenda? C'est quoi tes petits indicateurs là-dessus? Ou tu parles de discipline tout à l'heure. J'ai essayé depuis la rentrée de reprendre le yoga toutes les semaines. C'est un vrai moment de respiration au sens physique du terme. Et j'ai découvert cette pratique pendant la période du Covid, justement. Ce moment où on était confinés chez nous et on cherchait à remplir nos journées, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pratiquer le yoga quotidiennement. Et j'ai découvert aussi la méditation au même moment. Et donc, mon premier niveau, c'est que je pratique le yoga. Mon deuxième, quand vraiment je vois que ça va trop loin, je pratique la méditation avec l'application Petit Bambou, qui rend très accessible, je trouve, ce sujet qui est
un champ d'exploration d'une vie, je pense. Mais qui m'apporte, moi, ces moments de break et de calme émotionnel et de chasser ces idées, en fait, toutes ces idées intempestives qui peuvent venir nous asphyxier, si je garde la métaphore de la respiration. Et donc ça, c'est les moyens que je mets en place quand je me rends compte que ça devient trop. Depuis que j'ai mis en place ces 2 jours, concrètement depuis le mois de juin de 2025, je me suis plus sentie en situation d'être trop surchargée. Et j'ai l'impression que j'ai réussi à remettre en place un équilibre qui me convient mieux que ce que je vivais et ce que je subissais ces dernières années. Je dis pas que ce sera durable, je sais pas combien de temps je vais garder cette organisation et je me laisse toute la flexibilité de la faire bouger en fonction de l'âge des enfants, de ce que j'ai envie aussi pour Simone et Nelson et pour moi dans Simone et Nelson. Ça, c'est aussi Alex Bonetti qui m'a inspiré ça, c'est de, à chaque fin d'année, me dire de quoi j'ai envie pour l'année prochaine, en fait. Est-ce que le contour de mon job, puisque j'ai la chance de définir le contenu de mon job, avec cette liberté de l'entrepreneuriat, est-ce que ça me convient? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire en plus ou est-ce qu'il y a des choses qui m'emmerdent et que j'ai plus envie de faire, en fait? Alors, il y en a que je devrais toujours faire, évidemment, mais comment je peux avoir un job qui me plaît encore plus que ce qui me plaît aujourd'hui et quels sont mes projets pour l'année prochaine? Et juste de se les écrire, ça crée un engagement avec soi-même. D'y réfléchir déjà et de les écrire, ça crée un engagement avec soi-même et ça permet de les appliquer pour l'année qui suit. Ouais, et une certaine forme de discipline dans ce que tu dis, le faire tous les ans, et cette rigueur qui nous ramène au monde du sport aussi. Souvent, j'imagine qu'il y a plein de speakers dans le monde du sport. Respiration, je t'écoutais, j'imaginais un apnéiste, tu vois, qui ne respire pas sous l'eau, mais qui par contre, justement, travaille ses respirations, ses inspirations et son souffle. J'en ai plein en tête, comme Stéphane Johnson, ou comme Mathieu Maraillot, enfin des gars que j'ai grand plaisir de côtoyer parce qu'ils me ramènent à ça, justement, à ce temps de connexion avec soi par la respiration. Mais j'ai surtout eu un flash quand tu me dis ça avec Blaise Dubois, qui a créé la clinique du coureur de l'autre côté de l'Atlantique, à Québec. Et une des grandes pratiques qu'il a mis en place depuis des années, tous les ans, et de façon très disciplinée, mais en même temps, c'est un vrai rendez-vous avec soi. Pour lui, tous ses collaborateurs ont fait notre X, bim, donc zone de génie, j'aime et je suis bon pour ça. Je suis bon, mais j'aime pas. On discute. Je suis pas bon, j'aime pas. Etc. Donc, on a la quadrature. Et puis, en fait, effectivement, par rapport à ça, chacun fait son travail. Et puis, un travail collaboratif vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la relation qu'on a avec les personnes avec lesquelles on collabore. Et puis après, on écrit de ça la stratégie ou du moins l'orientation entreprise. Et c'est pas l'inverse. Parce que souvent, on aurait tendance un peu à biaiser les croix pour dire moi, je vais me rendre important ici parce qu'il y a un besoin là. Et il faut savoir aligner un petit peu les deux entre les aspirations collectives et celles individuelles. Et je salue Blaise au passage parce que pour le coup, dans son beau projet de création d'entreprise, d'innovation et aujourd'hui de vraie innovation, parce qu'il a changé vraiment le cours de plein de visions de la santé dans le sport et notamment la course à pied pour des professionnels qui étaient arrêtés sur des poncifs. Voilà, c'est comme ça, et on ne se remet pas en question. Et pour le coup, là, il y a un game changer, entre guillemets, mais qui est lié à l'écoute de soi, la reconnexion avec soi, et puis trouver du bon sens, que dit la science aussi derrière tout ça, d'ailleurs, parce que finalement, une bonne respiration, c'est de la conscience, mais il y a aussi la science qui nous rappelle que respirer, ça permet pour tout le corps et pour le cerveau notamment d'activer des zones très intéressantes pour faire preuve de créativité, pas que d'ingénierie entrepreneuriale ou pédagogique ou que sais-je. Je suis resté un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique, pour le coup, en t'écoutant par rapport à ce fameux X. Voilà, et puis pour le coup, Mathieu Blanchard qui en parlera aussi bien, puisqu'il a travaillé à la clinique du cours un certain temps. Et voilà, ça fait quelques référentiels comme ça qui nous font dire qu'aussi, ce que tu nous dis là, en fait, c'est simple. Et pourtant, on ne le fait pas. Il y a un deuxième truc, je voudrais qu'on y revienne quand même, c'est le Covid. Il y a eu du vide, on a eu besoin de le remplir. Et tout le monde avec du recul, c'était une parenthèse pas enchantée, mais pas pour tout le monde, attention. Je sais que le Covid, pour plein de personnes, ça a été complexe et compliqué, évidemment. Mais pour ceux qui n'avaient pas de temps et que d'un seul coup, on te fait cadeau du temps, ça a permis de se poser des questions. Qu'est-ce que tu as gardé de cette période-là pour toi, d'un point de vue personnel, en termes d'organisation? Est-ce que c'est justement cet agenda avec 2 jours de vide et que tu vas remplir en fonction des opportunités, des occasions, de tes besoins, etc. Est-ce qu'il y a un autre truc comme ça qui te vient en tête par rapport à cette période-là? Alors, ces 2 jours vides ne viennent
pas du Covid finalement, parce que j'ai eu besoin de me confronter à un agenda difficile tous les jours, pendant 3 ans pour me rendre compte que ça me convenait plus. Donc c'est pas tant le Covid qui m'a permis ça. Moi, je pense que j'ai vécu un Covid heureux, sans malade et sans décès de cette foutue, ce foutu virus autour de moi. Donc je m'estime vraiment chanceuse. Et oui, j'étais en couple, sans enfant, dans un appartement à Paris. Et donc j'avais tout le loisir de faire mon yoga et de trouver du temps là où je n'en avais pas avant. Et j'ai conscience que tout le monde n'a pas vécu cette même période que moi. La première chose qui me reste du Covid, c'est déjà Simone et Nelson, puisque c'est à ce moment-là que je décide d'entreprendre. Donc finalement, c'est la première chose. La deuxième chose, tu dis, l'agenda se vide et donc on cherche à le remplir. C'est clairement un des traits de ma personnalité. C'est qu'il y a un côté peur du vide et donc on remplit les journées avec un tas de trucs à faire et parfois ça vaut le coup de se poser la question, exactement le chemin que je suis en train de prendre en ce moment, de est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'être là sur cette décision ou pas? Et pendant ce Covid, je crois que j'ai appris à ralentir, mais je ne l'ai pas appliqué à la suite du Covid. Je suis retournée à fond les ballons une fois que ça a rouvert, que les confinements étaient terminés, alors que finalement, c'est avec 5 ans de recul, ou peut-être qu'il y a un petit peu de Covid, un petit peu de maternité, un petit peu de prise de conscience de moi, qui tout cumulé avec le temps me fait dire oui, il te faut de la respiration. Mais je le réalise en même temps qu'on se parle, tu vois. Je l'avais pas, je l'avais pas lié en termes de conséquences jusque-là. Mais ça pourrait complètement faire sens, voir les choses sous cet angle. Je fais une petite parenthèse sur... Désolé, hein, mais c'est pour David, qui a un peu mon... Il se reconnaîtra, mais j'ai David là, qui me dit, envoie un message hier sur WhatsApp et il me dit vocal. Gros effort de sa part de faire un vocal d'ailleurs, parce que j'aime pas ma voix, machin, etc. Et puis j'ai pas le temps, machin, je préfère écrire, mais comme j'ai pas le temps non plus d'écrire, je fais rien. En fait, pouf, du coup, on n'est pas dans la communication, dans l'échange, dans le partage. Mais hier, il me dit, Cyril, aujourd'hui, grosse frustration, et du coup, parce qu'il y a eu cette frustration et une émotion pas maîtrisée derrière, ça m'a remis en arrière sur tout ce qu'on s'était dit et que je n'ai pas fait. C'est-à-dire, typiquement ce que tu fais toi maintenant, prévoir des sas, respirer, se reconnecter, etc. Alors la question est la suivante, c'est pourquoi il faut qu'à un moment donné, il y ait un événement heureux, parfois malheureux, parfois les deux en même temps, pour que on ait ce rappel à l'ordre finalement, et que ça génère un changement profond ou un changement, une vraie dynamique et qui restera pour le coup immeuble pour toujours. Je crois que j'ai pas cette réponse. T'as pas? Pourtant tu le vis. Oui, je le vis, mais j'ai l'impression de ne pas être un cas isolé de... Quel que soit le sujet, devoir aller dans le mur pour se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qu'il faut changer. Mais tant qu'on n'est pas fragilisé, il y a une sorte de sentiment de toute puissance, de tant que ça marche en fait. Et puis, poum, d'un coup, ça éclate. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment tiré sur la corde. Et donc, je pense que j'ai pas la clé du pourquoi on a besoin d'aller dans le mur pour en fait reculer derrière. J'ai un début de réponse par rapport à ce que tu viens de me dire. Ouais, je t'écoute. Non, mais je reformule en fait. Et puis du coup, j'essaie pas d'apporter du scientifique là-dedans, mais en tout cas, une sorte d'ancrage, voilà, puisque je suis un prêtre mental, on va dire d'ancrage, allez, on va pas les mots. Mais j'ai un sentiment de puissance. La vie, des fois, on a l'impression d'être tout puissant, Bruce. Un événement arrive, tu dis fragilisé, je me sens fragilisé, et derrière, c'est pas ce qui suit. Et en fait, quelqu'un m'a dit dernièrement, salut Eric, au passage, en fait, c'est le concept antifragile. Antifragile, c'est-à-dire qu'en fait, j'accueille ma fragilité, ma vulnérabilité. Merci Brené Brown dans les speakers. La vulnérabilité, c'est exposée par Brené Brown et qu'on accueille beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, grâce à elle, entre autres. Mais comme quoi des speakers, des fois, changent vraiment la phase de psychologie collective. Et donc, la fragilité ou la vulnérabilité, finalement, ça peut être beau. Ça peut être même très, très beau, puisque derrière, on devient plus robuste. En fait, c'est ça que j'ai appris. Derrière, c'est un peu comme quand c'est tellement facile, mais que tu casses un os, ça fait mal. Mais après, il est plus robuste. Il n'est pas plus puissant, pas plus solide, pas plus costaud, pas plus fort. Mais souvent, on se croit fort et puissant. Et en fait, on est fragile. Et quand on se connecte avec cette fragilité, finalement, derrière, on est un peu plus robuste ou résilient, on dirait, dans les sportifs. Ça te parle, toi, ça?
Tu te sens plus robuste aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Je Mmh. me sens plus ancrée, pour reprendre le Ancrée. terme, plus, hem, le fait de se connecter à cette fragilité et de la connaître, finalement, et de plusieurs fragilités et de les connaître à plein d'égards différents, ça permet de mieux placer les curseurs Mmh. et donc de mieux, prendre en main les sujets avec une meilleure connaissance de soi. Ce qui fait que plutôt que d'y aller, à fond tête baissée, ce que je vais quand même continuer à faire parce que je sais que ça fait partie de mon tempérament et c'est là-dedans que je m'éclate. Mmh. Mais en tout cas, je vais, plus ouvrir les yeux aux signaux, que je vais, voir en chemin et plutôt en chemin et pas attendre d'être en bout de course pour le voir. Et puisque tu parles de vulnérabilité, moi je recommande aussi Mathieu Thomé sur ce thème-là, en France. Il est, voilà, il est très, très bon sur ce sujet et il en parle très bien. Bah, comme ça, j'aurai une référence française, tu te connais à chaque fois pour notre référence anglo-saxonne. Mathieu, Thomé, c'est noté. Thome. Hop. Si on revenait sur l'après-parent, parce que finalement, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui ont été un peu tes fils rouges dans ta vie et que tu dis, bah tiens, Oui. aujourd'hui, merci les parents, évidemment, avec tout ce que ça peut avoir comme fragilité, Mm. ou aussi comme quelque chose de prédestiné ou de déterminé, mais tu ne crois pas, et je te l'accorde, hein, le côté déterministe de la vie. Mm. Est-ce que justement, il y a des personnes qui ont contrarié ce côté déterministe, puis justement, ça t'a permis de voir la vie autrement et de vivre ta vie autrement? Mhm. Tu parlais d'un prof, tiens, tout à l'heure, il y a toujours un prof qui nous fait... Oui, ben moi, c'est ma professeure de danse oui. qui me vient en tête. Mhm. 20 ans à ses côtés, en étant à la barre pour tous mes échauffements, ça forge une relation, ça crée une très forte inspiration. C'est quelqu'un avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui, même si je pratique plus du tout. Quand j'ai rencontré Aurélie Dupont la première fois pour la référencer au sein de l'agence, elle a été la première personne à recevoir la photo de ma rencontre. Voilà, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi, qui m'a appris plein de choses sous un autre angle que ce que les parents ou l'école peut nous apprendre, et dans lequel je me suis aussi beaucoup éclatée, et je pense qui continue d'infuser aujourd'hui, en fait, dans ma manière d'être et dans ma manière de travailler. Comment elle s'appelle? Sonia Servranx. Sonia. Sonia, merci d'avoir contribué à ce qu'est aujourd'hui donc Clémence. Et bien, tu penses à d'autres personnes qui t'ont amélioré, qui t'ont apporté cette connexion avec ce que tu es au plus profond de toi. C'est à quoi tu aspires, à te connecter avec ton être intérieur, pour prendre des grands mots. Mm, mm. Et ben, je pense que je peux parler de Mathieu, dont je viens de citer. Mathieu était mon manager chez Brand Celebrities. D'accord. C'est le meilleur manager que j'ai eu dans ma carrière, avec un côté profondément humain, laisser de la place justement aux fragilités, aux difficultés, aux moments plus ou moins difficiles, ou aux parties de notre personnalité qui correspondent moins au contour d'un poste, par exemple. Et en fait, plus on est en adéquation avec soi-même, meilleur on est finalement dans le poste, quel que soit le poste. Et il nous a laissé la porte ouverte à ça. Là où jusqu'à présent, j'avais été drivée par les résultats, par le chiffre, indépendamment de la personne que j'étais. Et c'est là où Mathieu a été un révélateur pour moi. J'ai jamais été aussi bonne dans mon poste que quand c'était mon manager, en fait. Et c'est pas pour ça, c'est bien pour ça que je le cite sur le sujet de la vulnérabilité, parce que je sais que lui-même a fait un très gros travail sur lui, mais qu'il diffuse ce message pour montrer à quel point c'est puissant, en fait, et que c'est pas quand on cache ses failles et qu'on essaie de les enfouir qu'on est meilleur, plus fort, plus costaud, pour reprendre tous les termes de tout à l'heure, mais que c'est au contraire, quand on les connaît, que on a cette capacité à être à sa meilleure place. Donc, et donc Mathieu était mon manager, depuis il est coach, et donc c'est lui qui m'a accompagnée dans tout ce travail de retrouver un équilibre entre mon travail, ma vie de femme, ma vie perso, ma vie familiale, et voilà, je suis reconnaissante du chemin qu'il m'aide à parcourir. Cold Square. Alors, on s'est rencontrés chez Cold Square,
Et aujourd'hui, il y est plus puisqu'il est devenu coach. Il est plus du tout manager commercial comme il était avant. Il a changé d'activité et voilà. Speaker, coach. Exactement, Et conférencier et coach. Eh bien, écoute, ça me met en énergie, en dynamique, en tout cas pour les rencontrer, ce Mathieu, que je ne connais pas. Mais ça, tu me diras après, si tu veux d'ailleurs, Avec quelques plaisir. personnes à me recommander. Mais j'en ai déjà une liste là, longue comme. Je crois que je vais donner, si ça va être bien Arrêtez rempli. de citer des noms alors. C'est vrai, moi j'en cite beaucoup aussi d'ailleurs. Mais en même temps, voilà, on est aussi au travers des autres. Les autres nous. Exactement. Et puis c'est le cœur de mon métier, mon activité, ce qui m'anime en fait. Ces rencontres, elles sont centrales et donc toutes celles qui font du bien, j'ai envie de les partager pour montrer à quel point elles peuvent aussi faire du bien à d'autres, quoi. Il y a une personne qui te manque particulièrement. Oui, ma grand-mère. Mm. Ma grand-mère maternelle. J'ai aussi grandi dans son comptoir. Et elle avait une douceur enfin voilà, Mamie Renée, je pense à toi. Donc, il t'a transmis aussi le goût de commerce, de Exactement, le goût du commerce, du travail. Elle avait aussi une joie de vivre. Voilà. Et pour l'anecdote, c'est qui est trop mignon quand je repense à elle, c'est donc elle avait un débit de tabac et elle référençait des confiseries pour qu'elle vendait dans sa boutique. Et il y en a certains qu'elle référençait que pour moi parce qu'elle ne les vendait pas, mais elle savait que c'était moi qui les mangeais, donc elle les mettait gentiment en rayon pour me faire croire que, et puis quand j'y allais, je pouvais en prendre un. Donc voilà, le petit clin d'œil. Pareil, je sais pas, quand tu dis ça, en fait, forcément, on est connecté avec ce moment donc tu nous partages, ou ça nous amène sur un autre événement de notre vie ou un film. Moi, personnellement, j'avais un film en tête avec John Travolta qui achète toutes les chaises de sa chérie, voilà, la personne qu'il aime tant et qui ne le sait pas. Et du coup, elle croit qu'elle a vendu plein de chaises. Ben, en fait, non, c'était son premier, comment dire, son premier quoi. Cherche le terme, quelqu'un voilà, qui l'adore et tout. Et voilà. En fait, elle découvre un jour que c'est lui qui a acheté tout. Et du coup, elle n'a pas de talent. J'ai pas de talent pour ça, c'est lui qui a acheté tout. C'est tristounet. Mais bon, c'est voilà, la romance. Voilà. La vie est une romance et plein d'histoires à partager. Tu soutiens notamment l'UM Lyon pour le programme Champion de ma vie. On s'y est vu il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, et t'en remercie, hein, l'UM et puis Michael aussi, et puis moi aussi d'ailleurs, parce que autant l'idée a germé, autant l'idée a grandi, puis toi tu contribues à son élan, en tout cas, à sa perpétuité aussi. Pourquoi? Au-delà du fait que c'est ton école de cœur, et puis ton école aussi que tu es redevable et que tu as passé des belles années. Mais au-delà de ça, finalement, ça pourrait être un concurrent, au fait d'ailleurs, finalement, parce que ça, c'est potentiellement pas genre de speaker, mais en tout cas des speakers qui vont transmettre des messages à impact, à inspirant, etc. Pourquoi tu t'as vu une opportunité ou un lien dans ce projet-là? Oui, moi, j'y vois pas du tout de concurrence. Et quand bien même les conférenciers qui ressortent de cette formation avec la volonté et la capacité de mener des conférences en entreprise, ben pour moi, le contrat est rempli, en fait. Et même s'ils le font sans Simone et Nelson, c'est pas un problème parce que moi, ce que je vois dans le fait d'être mécène de cette formation, c'est de permettre à des sportifs de haut niveau de se projeter sur la suite. Parfois, ils font cette formation alors qu'ils sont encore en activité. D'autres le font en fin de carrière sportive. Mais dans tous les cas, ça permet de prendre beaucoup de recul sur ce qu'ils vivent parce qu'ils vivent des choses extraordinaires, littéralement. Et ils prennent pas toujours la mesure de ce qu'ils sont en train de vivre et de l'unicité de leur parcours parce que eux, ils ne côtoient que des sportifs de haut niveau et ils ont juste l'impression que c'est normal. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de les faire réaliser que leur parcours est unique, qu'ils ont tous quelque chose d'enfoui au fond d'eux qui explique qu'ils sont devenus ces champions avec leur vulnérabilité et avec leur force et qu'en allant travailler sur le message, ça va soit leur permettre d'être plus sereins dans la pratique de leur sport, soit de tourner la page, soit de se projeter dans une activité de conférencier. Et en fait, quelle qu'en soit l'issue, je trouve que le pari est rempli parce que évidemment, on voit tous les sportifs à succès qui font la une de l'équipe et de tous les médias, qui gagnent des fortunes et qui n'ont probablement pas besoin de cette reconversion. Et puis, il y a des centaines, des milliers de sportifs de haut niveau
pour qui c'est galère, en fait, de recevoir un salaire décent à la fin du mois. Et je trouve que c'est un moyen de leur donner des clés ou un super pouvoir supplémentaire qu'ils développent par eux-mêmes, de prendre cette hauteur. Et moi, je suis toujours bluffée de cette capacité et cette maturité qu'ils ont. Alors, avec tout le travail que vous faites ensemble, mais à, en étant aussi jeunes, assez souvent, à mettre des distances et à comprendre le chemin par lequel ils sont passés. Enfin, voilà, je suis vraiment bluffée. T'en as tiré quoi pour toi? Parce que, et je vais le dire comme je le ressens, comme ça, sans filtre. Mais je t'ai vu les premières interventions, Ouais. je t'ai entendu aussi. Et puis, je t'ai surtout redécouvert, là, il n'y a pas très longtemps, le 14 octobre, avec un message à impact. C'était quoi l'intention, en fait, finalement on en sentait qu'il y avait un vrai message, d'ailleurs. Enfin, vrai, il n'y a pas de faux message, évidemment. Oui. Mais là, tu avais envie qu'il se passe quelque chose, quoi. Et c'est vraiment ce qui nous amène au post LinkedIn, d'ailleurs. Et si je te dis que j'avais préparé quelque chose que je n'ai pas lu et que j'ai improvisé sur ce discours, et je l'ai senti une fois que je suis sortie de scène, que c'était impactant ce que j'avais dit. Je me suis sentie dans une super énergie et j'ai compris. Et du coup, je me suis mis à la place des conférenciers en comprenant ce que c'était quand ça marchait, en fait. Ce que j'en ai retiré pour moi, pour revenir au sens de la question, c'est que moi, je me nourris en particulier des sportifs, et j'admire à quel point ils sont en permanence en recherche du feedback. Et que ce soit dans leur domaine sportif, mais là, je ne suis pas légitime pour en faire, ou sur scène en conférence. Et je suis admirative de voir à quel point ils prennent jamais ça pour une critique, et toujours pour un moyen de se construire et d'être encore meilleur. C'est vraiment dans leur ADN de sportif. Et en fait, je l'ai vu au fur et à mesure des promos et au fur et à mesure des années, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose dont je pouvais m'inspirer. De me dire aussi que, en fait, feedback is a gift, et que c'est une manière pour moi, si quelqu'un prend le temps de m'en faire un, c'est un vrai cadeau, au sens où il n'est pas obligé de me le faire. S'il le fait, c'est qu'il a envie de me partager quelque chose pour me faire grandir. Et j'ai pas toujours perçu les feedbacks de cette manière dans ma carrière, notamment au début, et où je me disais que c'est parce que je faisais pas assez bien les choses qu'on me faisait des feedbacks. Et en fait, avec le temps, j'ai appris et j'ai compris que c'était tout l'inverse, et que c'était une manière d'être meilleure encore que ce que je pouvais être. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros apprentissage en étant à leur côté, pas autant que toi tu le dis évidemment, mais ne serait-ce que de les voir tous les ans sur cette scène pour délivrer leur talk, ça me donne un sacré shot d'inspiration chaque année. Et effectivement, je sais pas, peut-être que cette année, mon message a été plus impactant aussi parce que j'ai fait tout ce travail sur moi. Et parce que j'ai pris du recul là où j'étais dans ma roue de hamster les dernières années, à moitié noyée par le travail et à moitié noyée par la gestion des enfants. Alors que là, le fait de remettre cet espace, de prendre ce temps, de me faire aider pour aller mieux aussi à gérer tout ça, et en fait, ça m'a aidée à être plus impactante et d'avoir les mots justes sur la clôture de cette édition. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, je crois vraiment que tout est imbriqué. Quand on prend sa respiration, du recul et qu'on observe, effectivement, on voit plein de choses qu'on ne voit pas si on est comme tu dis, dans le rythme effréné. Exactement. Moi, je me soigne avec eux. Je me soigne moi-même parce qu'en fait, oui, ce que tu dis, je me retrouve totalement. Je sais pas vous, c'est vrai que dans notre culture, avoir du feedback dit comme ça, oui, c'est OK. Sauf qu'en fait, à chaque fois qu'on nous parle et qu'on nous dit des choses qui nous paraissent mettre devant le miroir, c'est jamais très agréable. C'est clair. C'est une critique. C'est Cyril d'ailleurs qui sait très bien sur sa conférence cette année. On n'accepte pas le bilan et pourtant, il parle du mot bilan. Mais un bilan bon un bilan financier, ça fait mal ça des fois. Mais un bilan qui parle de soi, c'est jamais évident à prendre et on peut mal l'interpréter. Et finalement, on l'interprète et c'est pas bon, quoi. Donc, à force de côtoyer des sportifs qui, effectivement, sont dans ce feedback permanent pour progresser, à un moment donné, on se dit, mais la critique, même si c'en est une, finalement, elle est là pour te faire progresser et progresse, quoi. Le prend pas mal. Donc, moi, je me retrouve totalement, en tout cas, dans ce que tu exprimes là. Ta prochaine attente, ce serait quoi pour toi, d'ailleurs? Si tu dis, tiens, allez, chanton de ma vie ou demain speaker, finalement chez Simone et Nelson, même combat. Ce serait quoi ton attente personnelle pour toi, pour te faire du bien?
Je crois qu'elle est de pérenniser la sérénité et l'équilibre que je suis en train d'expérimenter dans mes différents rôles. De pas mettre... Enfin, je suis ni plus maman, ni plus chef d'entreprise, ni plus femme, ni plus épouse, mais de réussir à jongler avec tout ça, avec ces moments de déséquilibre, parce que c'est juste la vie, et qu'il y a des moments où il y aura plus des mamans, et il y aura des moments où il y aura plus de chefs d'entreprise, et des moments où il y aura plus les autres. Et c'est OK avec tout ça, mais en tout cas de le vivre sur le long terme, parce que finalement, là, je le touche du doigt depuis 4-5 mois, avec 2 mois d'été en plein milieu. Et donc, j'ai envie de le pérenniser, et c'est vraiment maintenant que ça se joue, parce que c'est dans la durée, en fait, où il faut répéter cette discipline toutes les semaines, et ne pas se laisser envahir par le quotidien qui nous rappelle tous les jours sur plein de choses sur lesquelles on pourrait être mobilisé, et en permanence se rappeler à cette orientation que je me suis donnée. Et donc, très honnêtement, j'ai rien envie d'autre que de pérenniser cette situation dans laquelle je me sens de mieux en mieux. Ça a l'air d'être bien parti. Ouais. Rendez-vous le 29 octobre 2030. On fera un feedback Avec plaisir, on prend rendez-vous si tu veux. avec Julien. Eh bien, écoute, je te souhaite une très bonne continuation, une bonne réussite, en tout cas une belle pérennité, pour prendre ton terme à Simone et Nelson et toutes ces équipes, tout ce qui compose en tout cas cet écosystème et qui est brillant, comme tu l'as dit, dans le sens où il y a plein de luminosité, parce qu'on accepte aussi notre fragilité et ça fait du bien. Merci pour tout ça. Merci pour ton invitation, Cyril, c'était un plaisir.